Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Massolo, l'émission Léopard Foot, où on parle de l'actu chaude du football congolais. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Il se passe énormément de choses. On est dans l'actu chaude. On va parler des barrages et du match entre le Cameroun et la RDC jeudi prochain, dans le barrage du coup à l'accession à la Coupe du Monde. On va parler de la CAN 2026. On va aussi parler de cette petite polémique sur les maillots Umbro et puis des Léopards dames qui ont joué, qui ont eu un parcours assez chaotique. Je ne vais pas parler tout seul, j'ai un beau casting avec moi. Mouko est avec moi, Mouko, rédacteur en chef de Léopard Foot. Comment tu vas, Mouko? Ça va et toi, frérot? Très très bien. Content de te voir depuis la dernière émission qui a bien fonctionné. C'était vraiment bien. C'était cool avec les C'était gars vraiment de bien. Parole Véritable. À ta droite, Lens Kawaya de la 90e, le podcast belge. Lens, comment ça va? Ça va et toi, tranquille? Très très bien. Merci Merci pour de venir avec nous dans ce grand massolo. Exactement, non, tout le plaisir est pour moi. Merci pour l'invitation. Si, normal. À ma gauche, Elton Mokolo, comment tu vas? Bonjour, j'espère que ça va bien. Très content d'être invité depuis le temps. Ça fait très plaisir. En plus, là, on a une actualité chargée avec notamment les barrages et globalement ce qui va se passer avec la sélection congolaise. Yes, Elton, que vous connaissez sur le Club des 5, Winamax FC et d'autres programmes, voilà, sûrement vu partout. Merci d'être là. C'est très gentil, merci beaucoup. Et à ta gauche, Ludo, responsable d'African Corner. On va beaucoup parler aujourd'hui, Ludo, comment ça va? Ça va et toi Andrew, j'espère que tu vas bien. Merci à toi et à Mouko pour l'invitation, et merci à Léopard Foot pour cette invitation. Je pense qu'on va avoir une très belle conversation aujourd'hui avec des spécialistes comme Lance et Elton sur un sujet aujourd'hui sur le football et notamment ces barrages africains. Ah, ça va être chaud, on va commencer direct, hein, les gars. On va plus traîner, on va parler de ces barrages. On joue dans quelques jours, Cameroun, RDC, barrage, on s'est qualifié en tant que meilleur deuxième, du coup, on s'est qualifié pour ces barrages. Ça va être la guerre, je pense, face à une grosse équipe du Cameroun, mais la RDC qui est solide aussi. Je commence avec toi, Mouko. Comment est-ce que tu sens cette rencontre? Ah, ben, ça va être chaud, hein. Duel de Bantou, hein, comme on dit. Ça va être costaud. Ça va être costaud. Non, c'est... déjà, je trouve qu'en termes je trouve que ce qui est prometteur, c'est que je pense que ça sera un beau match. Je pense que ça sera un match ouvert. Pourquoi? Parce que ça sera au Maroc. Donc, tu vois, la pelouse, il n'y aura pas ces problèmes de pelouse qu'on peut rencontrer chez nous. Chez eux aussi, d'ailleurs. C'est vraiment le même cas. Avec des joueurs qui sont habitués, donc dont la plupart jouent en Europe, qui sont habitués à jouer sur des pelouses comme ça. Il ne fait pas trop chaud au Maroc en ce moment. Et il fait à peu près le même temps qu'en Europe. Donc, toutes les contraintes, entre guillemets, climatiques du terrain qui entravent un beau jeu ne seront pas là. Donc, en termes de jeu, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce match. Pareil, c'est vrai, tu as raison. Hein. On va voir les Léopards et jouer sur une bonne pelouse. Mais comme tu le disais en off, c'est une bonne nouvelle pour nous, mais c'est une bonne nouvelle pour eux aussi. Une bonne nouvelle pour eux aussi, effectivement. Ouais. Mais le Cameroun, on sait, vous le savez tous, et là je vais me tourner vers toi, Elton, il y a beaucoup de soucis en ce moment en interne entre le ministère, le coach, et puis la fédération avec Eto'o de l'autre côté. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un truc qui peut du coup diminuer cette équipe du Cameroun? Alors là, je me méfie énormément parce que moi, je me dis, c'est quand il y a le chaos que le Cameroun se révèle, C'est parce vrai. que c'est l'histoire notamment de ce pays et cette fédération, ils l'ont montré depuis plusieurs années. Et malheureusement, c'est des conflits ouverts parce qu'il y a eu notamment des accrochages publics entre Samuel Eto'o, Marc Brice, dès qu'il est arrivé. Il y a aussi des prises de parole, notamment celle de Marc Brice, à l'occasion du tirage au sort, qui font qu'aujourd'hui, on pourrait se dire c'est pas le meilleur moyen de se préparer pour la CAN, c'est pas le meilleur moyen de se préparer pour le barrage. Sauf que j'ai parfois le sentiment que ça les transcende et que donc ces conflits-là, ils sont capables de faire abstraction. D'ailleurs, on avait eu Georges Koudou au Club des 5 qui nous avait justement évoqué ces différentes altercations. À l'époque, il y avait eu un match qui était très important, c'était contre le Burkina Faso, si je ne dis pas de bêtises, et ils avaient gagné. Donc, manière de dire qu'ils sont capables de faire la part des choses et le moment venu, de faire le match qu'ils font. Bon, j'espère que ça se passera mal pour eux quand même. Mais tu as raison, parce que moi, c'est de ça que j'ai peur. Les attaquants camerounais et même les joueurs en général, en ce moment, à l'heure actuelle, ils sont très en forme. Il y a Aboubacar qui plante des buts, Memo à Manchester. Qui a encore marqué cet après-midi. Voilà, c'est ça. Il y a qui encore Zambourguissa. C'est le patron à Naples. Hein. Voilà, et puis il y a... Même les Choupo-Moting. Enfin, ils ont un sacré réservoir quand même, des joueurs d'expérience qui jouent avec le prestigieux. Donc ouais, c'est vrai qu'il faudra se méfier. Mais après, moi, je suis confiant parce que s'il y a un sélectionneur qui a rendu la RDC assez solide défensivement, c'est quand même De Sabre. Donc voilà, moi, je pense que c'est le meilleur moment pour les attaquer. Moi, je suis assez confiant, franchement. Et puis,
Après, bon, certains diront ils préfèrent voir le verre à moitié rempli et dire que malgré les problèmes structurels, comme tu dis, quand même, ils ont réussi à terminer deuxième, parce que je pense que toutes les sélections africaines n'auraient pas réussi. Ils auraient été un énorme fiasco pour beaucoup, avec de tels problèmes internes. Le Cameroun est là, nous aussi on est là, et on n'encaisse pas beaucoup après. C'est vrai que Sénégal, malheureusement, on ne va pas revenir là-dessus. Mais sinon, sur le reste, quand tu regardes les résultats de Sébastien Le Sabre, il fait du bon boulot défensivement. Donc je pense qu'avec une bonne assise défensive et un bloc compact comme on sait le faire, on a toutes nos chances. Puis c'est un match sur 90 minutes, pas d'aller-retour. Donc moi je me dis, voilà, c'est peut-être le bon moment pour les attaquer. T'as l'air bien confiant. Moi, je suis confiant toujours parce que, ouais, je me dis, quand on attend monts et merveilles de la RDC, comme contre le Sénégal, on se disait, bon, maintenant, on a entre guillemets notre sort entre les mains, on mène 2-0, puis au final, on est tous déçus. Très souvent, j'ai l'impression que les désillusions avec la RDC, c'est quand on est en position de favori ou au moins où toutes les circonstances sont positives pour nous. Alors, je me dis, bon, autant prendre l'inverse maintenant, être entre guillemets dans cette position d'outsider parce qu'on est face à une nation qui est dans les problèmes structurels à interne, mais ça reste quand même historiquement une nation qui est devant la RDC, donc il faut quand même garder quand même notre lucidité et être respectueux par rapport à ça. Donc soit je me dis, ce rôle d'outsider, peut-être ça peut nous convenir cette fois-ci, et peut-être qu'avec moins de pression, parce que si on est éliminé, qu'est-ce qu'on va dire? En soi, c'est contre le Cameroun. Ah, si on est éliminé, c'est chaud. Non, bien sûr. Nous, en tant que supporters, en tant que Congolais, on va être déçus, ça va être chaud. Mais en soi, l'opinion publique va dire, ouais, entre la RDC et le Cameroun, on s'attendait un peu plus que le. Oui que et la non, RDC, tu vois. tu vois. Enfin, perso, oui. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas forcément d'accord avec toi parce que, comme disait Elton, le Cameroun est habitué à prospérer dans le chaos, entre guillemets. Ouais. Mais ces dernières années, parce que ça fait quand même depuis 2017 que la RDC et le Cameroun ne se sont pas affrontés, quand tu regardes la dynamique de la sélection congolaise, c'est plus du tout la même. Les joueurs sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, franchement, pour moi, oui, certes, le Cameroun est devant de 8 places, il me semble, au classement FIFA. Je crois que le Cameroun est 52e et on est 60e sur la dernière mise à jour du classement FIFA. Mais pour moi, les équipes font jeu égal aujourd'hui. Tu vois, il y a pas. J'aurais du mal à te dire que le Cameroun est favori, sincèrement. Ah, c'est fort ce que tu dis quand même. Bah, tu vois, oui, favori Jeu au égal, niveau quand de. même. Moi, je parle Alors- vraiment sur base de l'expérience. Tu vois, l'expérience, Ok, c'est l'expérience, aussi les oui. joueurs qui composent la sélection. Pour moi, ils ont quand même un CV. et L'expérience, oui, mais regarde, à la plus dernière élevé CAN, du on niveau. est allé plus loin qu'eux, même si C'est vrai, on n'a ouais, c'est pas, vrai, c'est vrai. rencontré les mêmes adversaires. Moi, qu'on est quand même allé plus loin qu'eux. Franchement, effectivement, l'expérience. Et ils ont encore, justement, ils ont dans leur ADN, entre guillemets, l'expérience des compétitions, d'aller loin. Ils ont quand même des joueurs qui ont beaucoup d'expérience aussi. Il y a Boubacar, dont on a parlé, Ouais. qui est en Azerbaïdjan là, depuis, il a signé il y a quelques mois, il y a 2 mois, il me semble, hein, il n'y a pas longtemps, mais il a très bien commencé, il marque beaucoup. Donc certes, vous me direz, c'est l'Azerbaïdjan, mais un attaquant comme Boubacar, il a juste besoin de confiance. Il a juste besoin c'est quelqu'un qui est très très confiant déjà, même de nature. Donc il y a ça, il y a aussi, vous parliez des nouveaux, il y a des nouveaux joueurs aussi qui arrivent. Ils ont une relève quand même qui est là, surtout en attaque. Il y a Etaillon de Levante. Et après, bon, l'idée, c'est pas de faire une fixette sur un joueur. Et nous aussi, on a nos atouts. Je pense qu'on en parlera. Mais tout ça pour dire que j'entends ce que vous dites. L'expérience, ça joue un rôle. Mais j'aurais du mal aujourd'hui à dire que le Cameroun est pleinement favori. C'est pas comme il y a 10 ans, par exemple. Ouais, ça c'est Oui. sûr. Je suis d'accord. Vous voyez ce que D'accord, ouais, Oui, là-dessus, les ouais. considérations ce que je veux ont changé parce que la République démocratique du Congo, de par sa demi-finale, et globalement sa campagne de qualification, parce qu'aujourd'hui, tout est biaisé par rapport à ce qui s'est passé sur le match contre le Sénégal, qui a été une énorme déception, certes. Ouais. Mais maintenant qu'on met tout ça dans le contexte, on parle d'une équipe qui a fait globalement la campagne qu'elle devait faire, à l'exception de ce match-là. Tandis que du côté du Cameroun, au final, Exactement. c'est le repêchage. Quand on regarde le premier, ça reste le Cap-Vert. Donc Exactement. maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle réalité on va avoir avec la République démocratique du Congo. La réalité d'une équipe déçue par rapport à ce qui s'est passé contre le Sénégal et qui va traîner cette défaite, ou alors la réalité d'une équipe qui se disait que sur le papier, normalement, ça devait être derrière le Sénégal et que le chemin le plus difficile et le chemin le plus probable, ça devait être les barrages et que maintenant, c'est la réalité de cette équipe. Ludo, je me tourne vers toi. Toi, à quel degré tu es Bah, confiant et comment tu vois ce Moi, match-là? je rebondis sur ce que Elton vient de dire, notamment sur la place de deuxième place que la RDC a pu avoir pour ces barrages, qui est peut-être la place logique qu'on aurait pu estimer dès le début de cette campagne, tandis que le Cameroun, eux, peut-être, ils étaient peut-être destinés à cette place de première place. C'est pour ça que le Cameroun, pour moi, ils ont quand même cette place de favori dans cette rencontre, de par leur historique, les derniers résultats. Et surtout, ce qu'il faut savoir, moi, ma petite crainte sur ce match, c'est que le Cameroun est quand même une équipe
qui est plus forte lorsqu'elle est dos au mur. Dernièrement, enfin, ils se sont qualifiés à la Coupe du Monde, on a vu, avec cette fameuse clim face à l'Algérie. J'ai également en tête ce match pour la 3e place face au Burkina Faso, où ils arrivent à revenir après un score de 3-0 en faveur du Burkina Faso. Ou alors ce match contre la Gambie, où ils perdent 2-1 dans les 5 dernières minutes, synonyme d'élimination pour la CAN. Donc, lorsqu'ils sont dos au mur, cette équipe camerounaise est assez redoutable. C'est pour ça que là, ils sont dans cette situation avec cette place de barragiste. Peut-être qu'on peut s'attendre aussi à un renouveau de leur part, surtout en termes de niveau de jeu. Donc, moi, j'ai quand même cette petite crainte sur ce match pour le Congo. Tu viens de me faire peur un peu. C'est chaud, hein. Mais je vais rappeler vite fait les stats. On a pratiquement les mêmes stats en termes par rapport aux qualifications à la Coupe du Monde. Donc, on est tous les deux deuxièmes. Ils ont marqué 17 buts, ils en ont encaissé 5. On en a marqué 15, on en a encaissé 6. Leur buteur, c'est Aboubakar avec 4 buts. Notre buteur, c'est Bakambo avec 4 buts. Il faut oublier que sur les 6 buts, on en prend 3 face au Sénégal. Je veux pas c'est important de le rappeler. C'est important. La moitié des buts, c'est quand même sur un match. Donc, c'est pour dire aussi la solidité défensive. On pourrait même dire 4 en parlant du match aller aussi à Dakar. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, au final, on peut quand même relativiser, je trouve, sur les 6 buts pris. Après, on était quand même dans un groupe. Si je peux rajouter, on est avec une équipe RDC qui, sur ces matchs-là, on a du mal à tenir le score. Tunisie 2017, on gagne 2-0, ils reviennent à 2-2. Sénégal, on gagne 2-0, ils reviennent à 3-2. Contrairement au Cameroun, qui justement, dans le cas contraire, ont l'habitude de faire ce type de remontada. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est des éléments à prendre en considération, notamment par le manager, par Sébastien Desabre. Mais côté RDC, on entame quand même ce match-là avec un autre rythme. Contre le Sénégal, on avait pas mal de joueurs qui n'étaient pas forcément en condition. Ils étaient peut-être en méforme. Il y avait beaucoup de joueurs qui ne jouaient pas et qui étaient dans des situations un peu conflictuelles avec leur club. C'est chose résolue à présent sur cette confrontation, notamment avec le capitaine maintenant, Bemba qui joue, qui engorge un peu du temps de jeu. On a des joueurs qui ne sont plus là, comme Berthaud ou alors Batou Binsika, qui ont débuté ce match face au Sénégal, qui étaient en manque de rythme, qui aujourd'hui ne sont plus dans cette sélection. Donc on a une sélection qui est plus en condition physique, contrairement au match contre le Sénégal. Ouais, c'est un point très important à noter. En plus, j'en parlais avec un pote, là, on parlait du match. C'est vrai que quand tu regardes le 11 face au Sénégal, je crois que tu avais 5 joueurs qui avaient. C'était leur premier match de la saison. C'est fou. C'est énorme. 5 sur 11. Et Wissa, par exemple, c'était son premier match parce qu'il était en litige avec Brentford à ce moment-là. Il avait signé à Newcastle, mais il n'avait pas encore joué. Et il s'est blessé. Et depuis, il est toujours blessé au moment où on parle, malheureusement. Donc c'est vrai que là maintenant, il y a Mbemba qui joue. Tu as parlé de Mbemba. Il y a Touanzebe aussi qui est revenu blessure. Et une charnière Mbemba-Touanzebe, c'est pas mal. C'est pas mal dans la relance, c'est pas mal dans la vitesse pour les retours défensifs. C'est des choses qui sont importantes à noter. Touanzebe en première ligue, là, il commence à enchaîner. Donc tous les joueurs là qui sont convoqués par Sébastien Desabre ont un temps de jeu régulier. Donc ça, c'est vrai. Tous, on va à l'arrière gauche. Presque tous, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compétitif que. Et juste, si je peux revenir sur ce que tu as dit par rapport à l'axe central, notamment ce qui théoriquement devrait être Chancel avec Touanzebe. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de tests aussi là-dessus, parce que la majeure partie des matchs qui ont été dirigés par Desabre, depuis son arrivée, on se souvient, il y avait eu Inonga, il y a eu Boukchiri qui a joué 2-3 matchs. Mais il y a eu souvent blessé. Oui, ça a très souvent été Bemba. Donc je me dis, est-ce que sur un match d'une telle importance, bon après, au final, le terrain, c'est le terrain, mais sur un match de telle importance, vous alignerez, enfin, soit il n'y a pas d'autre choix, mais je veux dire, est-ce que vous aurez fait le même choix que lui que d'aller sur Touanzebe? Perso, clairement, oui. J'ai envie de répondre à ça, c'est que en fait, les 2 derniers matchs, même si ce n'est pas le même adversaire, c'est des matchs très importants aussi, parce qu'il fallait les gagner pour se retrouver du coup en barrage. Et avec cette charnière-là, on a su faire le job, quoi. Ouais, non, ça se voit. Pour moi, clairement, oui, effectivement, comme disait Andrew, certes, c'est une charnière un peu. C'est pas non plus totalement expérimental, parce qu'ils ont déjà joué ensemble une fois dans un schéma de défense à 3 contre le Togo, et ça, je pense qu'il faudra un peu qu'on en parle du schéma que Desabre pourrait utiliser. Et puis dans un retour avec une défense à 2. Mais je pense qu'à leur niveau, l'adaptabilité, c'est quelque chose qui. Oui, je pense surtout, et surtout une défense centrale. Je pense que c'est pas le poste le plus compliqué entre guillemets à
à appréhender, sans vouloir minimiser la complexité du poste, mais je pense que ce n'est pas le poste le plus difficile quand tu dois avoir en tout cas des automatismes. Je pense que quand tu es bien dans ton match, il y a une bonne communication. En général, je pense que ça peut le faire effectivement. Mais je vais vous lancer, les gars, du coup, directement sur le schéma, le style de jeu que De Sabre devrait ou pourrait adopter pour cette rencontre-là. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Tu t'attends à quoi de la part de Sébastien De Sabre? C'est une bonne question. Je ne pense pas qu'il prendra le risque de partir sur une défense à 3. Je ne pense pas. Même si je pense que tu le sais, parce qu'on en parle régulièrement, pour moi, la défense à 3, théoriquement, ça serait le meilleur, au vu, j'ai l'impression, du profil des joueurs, ça serait un des meilleurs schémas pour la RDC aujourd'hui. Mais une défense à 3, ça se travaille, ça demande beaucoup d'automatisme, avec le travail des pistons, avec quel défenseur central, par exemple, monte avec le ballon, lequel reste en retrait, la permutation des milieux, ça demande beaucoup, beaucoup de travail à l'entraînement. Et je pense que ce n'est pas un système qui s'improvise, et je pense pas que De Sabre considère qu'il a eu le temps de le faire. On l'a fait contre le Togo, ça a plus ou moins bien marché, on a gagné, donc on peut dire que ça a marché. L'opposition en face n'était pas non plus énorme, mais je ne pense pas qu'avec un match un tel important, je pense qu'il se cherchera à assurer et il partira sur 4 derrière. Et après, sinon, Des Sabres, il appréciait beaucoup le 4-2-3-1. Maintenant, on a vu aussi du 4-3-3 plus récemment. Je pense que vu aussi le milieu camerounais, il va chercher à densifier le milieu. Ouais. Parce qu'au milieu, il y a Zambo Anguissa dont on a parlé, il y a Baleba qui est quand même un crack, faut dire. Donc je pense que physiquement, il va vouloir densifier le milieu. Et il mettra des joueurs d'impact. Donc je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'il mette Piquel, Moutoussamy, des joueurs dont... Voilà, c'est possible. Ouais. Donc voilà, moi je vois bien un 4-3-3. Je vois bien, ouais. Elton, tu vois aussi un 4-3-3 ou tu partais sur autre chose? Je suis totalement d'accord parce que la défense à 3, ça peut être une fausse bonne idée, notamment sur ce genre de match, parce qu'en fait, on pense surtout à la défense, mais il faut avoir ça dans un état global parce que ça peut aussi, notamment, avoir un impact sur les joueurs offensifs et les fameux joueurs de côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as des pistons, la notion de joueur de côté pour les offensifs, elle est diluée, donc ça va être des joueurs davantage d'axe. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'il y aura une défense à 4, de manière à garder ces fameux joueurs de côté, de manière à challenger la défense adverse. Donc pour moi, tout ça est à mettre dans quelque chose de global, à savoir que la défense à 4, ne serait-ce qu'en termes de repères, pour moi, sur un match face au Cameroun, c'est la meilleure des choses. Et niveau joueur, donc on a parlé vite fait, on a parlé du poste d'arrière gauche où Masuaku il est en manque de temps de jeu, mais c'est un cadre de la sélection. Il y a Joris Kayembe qui lui est en forme. Toi, Ludo, par exemple, à ce poste-là, tu partirais sur Masuaku ou plus Joris Kayembe? En fait, sur ce côté, on a peut-être deux problématiques. On a cette première problématique avec Masuaku qui est en manque de temps de jeu, mais sur le poste d'ailier gauche, Wissa qui est titulaire est absent. Meshak qui peut également donc suppléer sur ce côté gauche est également suspendu pour le match contre le Cameroun. Donc ça veut dire que je pourrais partir avec Joris Kayembe sur le côté gauche en tant que latéral, mais derrière, enfin juste devant, qui mettre à ce poste-là? Est-ce qu'on met deux novices sur ce côté? Bon, après, Joris Kayembe, novice dans le sens où il a disputé très peu de matchs à enjeu en tant que titulaire. Donc on partirait sur cette idée-là. Et juste au-dessus de lui, est-ce qu'on partirait également sur un nouveau joueur comme Balikwisha ou alors Chipenga sur ce côté? Donc il y a peut-être cette interrogation qui est aussi à prendre en considération pour des questions de stabilité sur ce flanc gauche. Donc, moi, peut-être, je partirais avec Joris Kayembe, mais j'ai quand même cette interrogation sur cet aspect de stabilité par rapport au poste d'ailier gauche. C'est le fait qu'il n'ait pas joué de match à enjeu en tant que titulaire qui te... De gros matchs, face à une grosse équipe. Il a quand même, il a quel âge? Il a 31 ans, il a une certaine expérience, il est dans le groupe depuis un moment. Moi, je me dis que s'il n'y arrive pas là, c'est chaud quand même. Les matchs qu'il a joués, souvent où il a été titulaire, c'est contre le Soudan, contre le Togo. Ouais, mais je dis ça dans le sens où je pense que le Cameroun, ça ne le fait pas peur. Je pense il devrait gérer, même si le match, on verra sur le terrain. Mais en plus, il est en confiance, comme tu l'as dit. Exactement. Donc moi, je pense que... Je comprends ta crainte, mais je me dis non, il devrait y arriver. Ce n'est pas un genou de 22 ans qui n'a pas encore fait de gros matchs, effectivement. Comme le premier match de Sadiki contre une grosse équipe face au Sénégal où c'était un peu compliqué. Ça, c'est pas pareil, quoi. C'est pas pareil, en tout cas sur ce poste-là. Mais sinon, il y a le poste de gardien aussi. Qui est-ce qu'on met? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qu'on met? Hélène, tu le mettrais qui, toi?
Parce que du coup, Berthaud est out. Berthaud est out, Le oui. fait qu'il n'ait pas de club, et qu'il n'ait jamais été titulaire en Sincèrement, gros dans sa carrière. C'est compliqué parce que là, tu as un nouveau Epolo qui arrive. Moi, je le suis bien. D'ailleurs, j'étais encore au stade Choc Wallon en Belgique, enfin, Standard Charleroi. Donc, je l'ai vu faire d'ailleurs le meilleur match de la saison il y a encore une semaine. Il est clairement dans la meilleure forme depuis qu'il est professionnel. Là, clairement, cette année, il a le brassard au Standard de Liège, qui est quand même un des grands clubs historiquement en Belgique. Totalement. Maintenant, je pense que ce genre de match-là, tu l'as dit, avec toutes les qualités, par exemple, à Noah Sadiki, on a vu, peut-être que Sénégal, que c'était peut-être un peu trop tôt, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ça peut rester que la RDC, même si tu joues en première ligue, c'est le niveau international, que tu le veuilles ou non, c'est le plus haut niveau dans le football. Et je pense que peut-être pour Epolo, ça va être un peu trop tôt, moi je pense. Première sélection comme ça, il ne connaît pas encore bien le groupe, il est très jeune, il est encore en train d'assimiler son nouveau rôle de capitaine au Standard, dans un club qui n'est pas facile à gérer au quotidien en Belgique. Donc moi, je garderais par défaut Lionel Passy, parce que... Ouais, non, faut le dire, parce que le gardien, enfin, il est au Havre, mais il joue pas. Il joue pas. Timothée Fayoulou, il est en Arménie, FC Noah, il joue pas en Conférence Arménie. League. Exactement, tu vois, il a très peu de temps de jeu, donc au final, il reste que juste Epolo, mais pour moi, c'est trop tôt. Donc il faut mettre un garçon, même s'il n'a pas le temps de jeu, un garçon qui peut-être pourra répondre sur 90 minutes, qui connaît le groupe, qui réussira, parce que Epolo aussi, un gardien, on sait l'importance que ça a derrière une défense. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, Epolo, il sera prêt à faire les rappels, à crier, s'il le faut, sur un Touanzébé, sur un Chancel, sur... C'est vrai. À 20 ans, est-ce qu'il va savoir le faire? J'en doute. Surtout c'est un peu ce qu'on lui reproche en Belgique, notamment, c'est ce qu'il essaie un peu de développer cette année-ci. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le coach Evrard du Standard lui a donné le brassard. C'est vraiment pour qu'il puisse s'affirmer, pour comprendre que tu as le brassard, donc ça doit te forcer à un moment donner un peu plus de poids et à donner un peu plus de voix. Donc je pense qu'ici en sélection, ça va être difficile. Il est tout jeune, il vient d'arriver. Il va à peine commencer à faire son petit chant pour rentrer dans le groupe. Donc là, maintenant, je pense qu'il faut le laisser sur le banc. C'est une bonne première expérience pour lui de voir un peu la vie de groupe. Mais là, il faut faire confiance à un gars qui a déjà eu cette expérience de pouvoir gérer les défenseurs qu'il aura devant lui. Et je pense que j'irai sur une Passy perso. Et toi, Mouko, Tout à fait d'accord avec le frérot. Je pense que c'est... On oublie parce que beaucoup de supporters peuvent agir par émotion, peuvent penser par émotion, Congolais, surtout au Congo. Surtout au Congo. Et tu peux te dire, quand tu regardes, tu vois, ok, Epolo qui a 20 ans, qui est titulaire dans un championnat de première division, ce qui est rare, il faut le noter pour un gardien. Les gardiens mettent beaucoup plus de temps normalement à arriver à maturité. Ou alors, si ils peuvent être prêtés, même s'ils sont prometteurs, ils peuvent être prêtés en D2 et tout. Lui, non seulement il est titulaire au Standard aujourd'hui, mais il porte aussi le brassard de capitaine. Il est vice-capitaine, il me semble. Vice-capitaine, Voilà. mais le premier, il joue pas beaucoup, il est blessé. Donc, cette saison, ils l'ont vraiment... C'est ça. Mais déjà, ça montre la confiance que le club a en son potentiel et puis le talent qu'il a. Ça, c'est certain. Maintenant, et puis il y a aussi son record de clean sheets qu'il avait eu. Je crois qu'il avait fait 6 clean sheets. Il a commencé en play-off. Ouais, ça c'est quand même fort. Donc on est quand même sur on a un gardien qui est très très talentueux, ça j'en doute pas du tout. Mais effectivement, on oublie toute la partie du gardien qui doit commander sa surface, qui doit être en confiance, qui doit connaître ses coéquipiers. Et pour un joueur de 20 ans, même si tu as beau être mature, tu as beau être en avance sur beaucoup d'aspects, avec un match comme ça, un match coup près comme ça, un match en jeu, il faut connaître le groupe. Passy, c'est quelqu'un qui connaît la pression du groupe, qui connaît la pression qui a fait des bons matchs. Qui a fait des bons matchs, qui a su gérer la pression à des moments cruciaux. On se souvient de son penalty marqué face à l'Égypte. Non, très clairement, pour moi, Passy doit être titulaire. On va jouer un petit jeu, les gars, le jeu des pronostics. Hein. Bah oui, quand même un peu. Je commence avec toi, Ludo. Les pronos. Ouais. Alors, durant ce match, on aura quand même affaire à deux coachs qui sont très, très défensifs. Donc, des Sables qui entreprennent souvent des blocs assez défensifs. Marc Brice qui effectue également certains blocs assez bas. Je pense qu'au niveau du match, ça sera un match qui sera assez fermé. Moi, je vais sur les tirs au but qui vont départager ces deux équipes. C'est les tirs au but qui vont départager. Voilà, c'est la RDC ou le Cameroun. Il se mouille pas. Après, Elton. Moi, je pars sur un 2-1 RDC. Ouais, 2-1. Je pars sur un 2-1 RDC parce que je pense que la RDC, notamment dans sa capacité justement à atténuer le jeu du Cameroun, ils sont capables de le faire. Et tu peux aussi capitaliser sur le fait qu'offensivement, tu arrives à faire les différences. Quoi qu'on en dise, tu as réussi à marquer quasiment tes matchs. Je crois que le seul match de barrage, enfin le seul match de qualification où tu n'as pas un but, c'est Soudan. Ouais. Donc par rapport à ça, ça démontre bien que tu es fiable là-dessus. Et donc moi, je vois un 2-1.
Mais c'est souvent très compliqué quand même, offensivement avec des sabres. Souvent sur, Oui, les, bien sûr. sur les aspects de jeu, et je pense que c'est ce qu'on lui reproche. J'ai Souvent, l'impression que ça s'améliore. Ouais, petit à petit. J'ai l'impression que ça Ouais. s'améliore. ça depuis- s'est amélioré sur le match dans contre la le Soudan. construction offensive. Mais après, sur les 2 derniers matchs, c'est vrai que c'était quand même assez pauvre, notamment contre le Togo et contre le Soudan. Offensivement, c'était quand même assez limité. Effectivement, mais après, quand tu regardes, moi, le but, par exemple, les buts face au Sénégal, bon, c'est un match, j'aime pas trop en parler en tant que référence et tout, mais Mais c'est Je passé trouve qu'il y quoi, avait- j'ai plus de souvenirs. non, mais je trouve qu'en vrai, tu vois, il y a eu beaucoup plus de. Quand tu compares à l'époque de la CAN, je trouve qu'il y a eu des efforts dans la construction, dans la dynamique offensive. Moi, je vois quand même un peu plus de combinaisons, un peu plus de velléité. Après, tout n'est pas parfait, loin de là, mais je trouve qu'offensivement, c'est en voie d'amélioration. Ça, c'est pas encore, tu vois, je pense qu'ils ne sont pas encore arrivés à ce qu'ils pourraient faire, mais c'est en voie d'amélioration. Ton prono, du coup. Mon prono, du coup, je tends à rejoindre Elton avec soit 2-1, soit 1-0, mais un but d'écart. Tu vois, je ne vois pas un carton Ok, d'un côté ok. comme de l'autre. Ok. Je ne vois pas un score de fou, tu vois. J'espère deux- que vous avez raison. Mais J'espère que ce sera sans prolongation. ouais, parce que lui, avec ses tirs au but. C'est sûr. Et moi, je sens le Nous, tout match passe. fermé. Ah. Non, mais après, parce que match fermé, oui, mais ce que je voulais dire, c'est que là, c'est des barrages, frérot. C'est des barrages. C'est pas, tu vois. Et je pense que des deux côtés, tu es obligé de sortir de ta zone de confort, entre guillemets. Tu es obligé de prendre des risques. Barrage à une Je manche. pense qu'ils ne vont pas prendre de risques. Pas prendre de risques sur un barrage. Ils ne vont pas prendre de risques. Des Moi, Sables, je pense qu'il va conserver son bloc assez défensif. Et je pense que Marc Brice aussi, il va rester sur cette lignée-là. Moi, je rejoins un peu Ludo. C'est vrai, Marc Brace, il est connu en Belgique. C'est un coach très, très, très défensif aussi. Et puis, enfin, de Sabre aussi. Donc, je vois aussi le match très, très fermé. Et je pars un peu comme sur Ludo, mais avec une qualification au bout des Léopards. Mais je vois un Tir au 1 but. ou un 0-0. Mais pas plus. Prolongation ou tir au but ou- Je vois les tirs au but, désolé. Aïe. Je vois les tirs au but, ouais. Ça va jouer, mais je suis vraiment confiant. Je pense qu'on va se qualifier, mais ça va jouer vraiment genre tir au but ou alors un but en toute fin de prolongation. Mais je vois pas Mais ça le compte, match hein, se ça, décider les gars, en parce plus. que tir au but, ou enfin prolongation, tir au but, après, il y a un match. Ouais, c'est Si vrai. eux, ils font pas de tir au but, prolongation, nous, on va être cuit plus tôt. Enfin, C'est voilà. vrai aussi, ça compte. Ça. Ça joue Mais beaucoup. si je pouvais choisir, j'aimerais en 90 minutes. Mais je sais pas, je vois tellement le match fermé que je vois un match où, à la limite, on va se faire chier. Et qu'au bout, on va émerger. Et voilà, peut-être on va. Mais je pense qu'on va se qualifier, mais ce sera dur. Ouais, ce sera dur. Le côté défensif, comme tu l'as dit, de Marc Bress et de Sabre, c'est peut-être dû aussi au fait qu'en vrai, en club, l'un à Niort et l'autre à l'OHL en Belgique, Voilà. c'est des clubs qui jouent, enfin voilà, c'est obligé de défendre. Peut-être là que vient leur Ah oui, expertise. c'est des clubs qui étaient bâtis pour survivre. Ouais, c'est ça. voilà, C'est pour survivre et son entraîneur pour survivre à son poste. Et c'est donc, ça. Par rapport à ça, ta réalité, c'est de construire des équipes qui vont davantage regarder le but de ton gardien plutôt que le but adverse. Exactement. Après, là, je ne suis pas trop d'accord. Pour moi, c'est un ADN. L'ADN défensif, c'est un ADN. Tu as des coachs qui ont joué, par exemple, on parle de triste mémoire, Hector Cooper. Hector Cooper, il a coaché l'Inter Milan. Ouais. Il a coaché Valence. Et Ronaldo R9 C'est vrai, ça. avait dit c'est le coach le plus défensif, le pire que j'ai eu de ma vie. Le gars, c'est dans son ADN, tu vois ce que je veux dire. Et au contraire, tu as des petites équipes, justement, qui essaient de jouer, qui essaient de développer un jeu. C'est des choses qui arrivent. Donc, qui jouent le maintien, par exemple, regardez même Sunderland, là où joue Noah Sadiki en ce moment. Régis Lebris, Ouais. il était coach de Lorient avant en France. C'est Mais vrai. il a réussi à développer qui joue le maintien ou pas. Il a dit non, on va se maintenir, mais avec la manière. Donc tout ça pour dire que, pour moi, voilà, le côté défensif, c'est vraiment un ADN. Voilà, c'est vraiment un ADN. Comme vous l'avez dit, et là je vous rejoins de ça, il y a vraiment cette base défensive sur laquelle il a travaillé en premier, ce qui est normal. Je pense qu'il faut commencer à travailler par ça. Mais moi, contrairement à vous, même si je comprends vos arguments, je pense qu'il y aura quand même des prises de risques. Ouais, je pense aussi. moi. Là, c'est un match de fou, les gars. Là. La Coupe du Monde. C'est le match d'une ville, c'est Ouais, le match d'une mais ville. c'est vrai, ça peut vite s'emballer aussi. Hein. C'est vrai que quand tu vois sur un 90 minutes, il n'y a pas Et puis s'il y a un d'aller-retour. but, Ouais, là, ça va. Ils vont devoir Ah ouais, sortir. ah ouais, ouais. L'équipe qui va encaisser devra sortir. ouais, ça. Et ça peut amener d'autres buts aussi. Donc c'est vrai que, ouais, vu comme ça, il n'y a pas de calcul. Ouais, j'ai encore le retour devant mes supporters pour revenir. Là, il faudra c'est ça. gagner. Là, Je pense que ça va commencer un peu par une observation, tu vois. Ouais, peut-être Et puis pour ensuite, 20 ça minutes. va. C'est ça vrai, va c'est attaquer. possible. En tout cas, quelqu'un va lire l'heure. Hein. Quelqu'un va lire l'heure. Les gars, on va parler quand même de cette liste, cette fameuse liste de Sébastien Desabre qui a surpris beaucoup de gens. Hein. Moi,
personnellement surpris de fou. Est-ce que vous avez été convaincu, vous êtes convaincu de cette liste? Comment vous l'avez pris cette liste? Je vais commencer avec toi, Mouko. Frérot, toi-même, tu sais, on était dans le groupe WhatsApp quand la liste est tombée, on n'était pas prêts. Hein. Pas du On tout. n'était pas prêts. Pas du tout. Alors, j'ai été surpris, agréablement surpris, je dois le dire quand même, parce que très sincèrement, moi, j'ai rien à redire sur la liste. C'est rare, mais là, j'ai vraiment rien à redire. Je trouve que c'est cohérent au vu des formes des uns et des autres. Je trouve que les nouveaux sont là. Bon, on aurait bien sûr aimé qu'ils soient là avant pour pouvoir s'incorporer avec le groupe et être prêts pour les barrages. Mais c'est une bonne chose qu'on voit que des joueurs ont déjà changé la nationalité, surtout 3 de chez vous, de Belgique. Donc Epolo, qu'on espérait, on ne l'attendait pas forcément tout de suite. Lui aussi, il avait été assez vague, assez évasif dans ses déclarations. On ne savait pas trop si la Belgique, etc. Mais je pense très sincèrement qu'il a fait le bon choix. Parce que bon, déjà en Belgique, c'est vrai qu'à long terme, quand tu regardes, il y a des profils prometteurs. Il y a Van de Voort qui joue à Leipzig, il y a Bodard, il y a ces profils qui ont à peu près le même âge que moi. Voilà, Lemens de United. Donc pour Epolo, ça aurait été, je pense, plus compliqué. Je pense qu'il a senti l'opportunité et qu'il a fait un choix très intelligent. Très tôt. Très tôt et très intelligent. Et je pense que tu vois des joueurs comme Noah, Sadiki, ou Ngalaïel Moukao, qui ont décidé de jouer pour les RDC en amont, avant leurs 20 ans, ça a servi de pionnier à ces joueurs-là. Donc pour revenir sur ta question, la liste, moi franchement, ouais, j'ai été très surpris, mais agréablement. Et Stroikens, par contre, oui, ça comme tout le monde, très sincèrement, je ne l'attendais pas du tout. Ah, moi non plus. Moi, je ne l'avais pas vu venir. Parce que le gars, enfin, je dirais encore, il y a moins d'une année, hein, il devait partir, enfin, il était pisté par le Milan AC, il devait partir. C'est la raison aujourd'hui, s'il n'est pas titulaire en Anderlecht, c'est pas parce qu'il n'a pas sa place. Au contraire, c'est l'un des capitaines du club, des 4-5 capitaines, mais il est très jeune. Et c'était la plus grosse valeur marchande du noyau, tout simplement. Malheureusement, ça a fait traîner, puis finalement, il a prolongé jusqu'en 2029. Mais là, normalement, il va retrouver son poste assez rapidement. Donc, parce que j'ai lu beaucoup de gens dire, ouais, mais comment on prend un joueur qui ne joue pas? Non, il a eu des blessures, mais il y a encore 6-7 mois, c'était vraiment le meilleur joueur d'Anderlecht. Et puis la situation contractuelle aussi. Oui, c'est ça. Parce que quand un club, parce que je pense qu'Anderlecht ne voulait pas le laisser partir gratuitement, c'était un peu compliqué. Ouais. Mais là, j'ai vu, je crois que c'est début octobre qu'il a prolongé. Oui, voilà, c'est ça. Donc, oui, et donc voilà, il le prolonge aussi pour faire grimper aussi les chiffres. Pour mieux le vendre. D'ici un an, s'il se remet bien de sa blessure et qu'il enchaîne, il partira, il peut plus. Pour moi, quand il est à 100%, il ne peut plus rester en Belgique. Il doit quand même maintenant passer une étape supérieure. Mais bon, pour revenir à la sélection, moi non plus, j'aurais peut-être. Enfin, je m'attendais à voir peut-être Banza qui parmi les attaquants, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attaquants. Enfin, la majorité des joueurs offensifs de notre sélection sont en manque de rythme. Et Banza, c'est celui qui est peut-être le plus dans le rythme actuellement du côté de Al Jazeera. Donc, je m'attendais peut-être à le voir lui et peut-être moins SND. Mais bon. Après, comme dit Mouko, moi, je ne suis pas surpris. Au contraire, je pense que De Sabre aussi, il essaie de faire un bon travail pour le futur de la sélection. Ça, on ne peut pas le nier. Franchement, il essaie de convaincre des joueurs de venir. Quand même, quand tu vois, en une sélection, tu peux attirer Balikwisha, Epolo et Struygens. Comme il dit, je pense que c'est vraiment des joueurs qui vont être le wagon pour d'autres dans l'avenir. Donc, moi, je suis quand même assez satisfait de ce qu'il a fait comme sélection. Je suis content aussi de revoir Chipenga dans la liste. Parce que Chipenga, je pense que peu de gens l'attendaient déjà de base. Il joue en D2 espagnol. Mais je trouve qu'il a fait une entrée très intéressante contre le Sénégal. C'était contre le Soudan. J'ai dit, qu'est-ce que je raconte? Le Sénégal m'a tellement PTSD. Il faut laisser le Sénégal. Laisse tomber. Contre le Soudan, je trouve qu'il a été très, très volontaire. Convaincu, quoi. Ouais, quand même. Je trouve aussi, vraiment. C'est vrai, Il est explosif. J'aime bien ce genre de joueur personnellement. En tout cas, tu vois, il est gauche, mais il est explosif. Il provoque tout le temps. Il est en forme aussi en club. Il est en forme. Il est vice-capitaine de son club aussi en D2 espagnol. Donc bon, je trouve que c'est bien qu'il soit là, même si évidemment il partira certainement pas titulaire. Et puis Michel-Ange Balikwisha qui a annoncé en exclusivité chez nous et a dit à Léopard Foot son intention de jouer pour les RDC. Je suis content de le voir, même s'il joue, il faut dire qu'il joue peu au Celtic. Ouais. Il a mal démarré au Celtic. Il arrive aussi dans un contexte un peu compliqué pour le club. Là, le coach Brendan Rodgers vient de se faire renvoyer. C'est compliqué, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne liste. J'aurais peut-être, si je peux juste rajouter rapidement, j'aurais peut-être aimé que le petit de Villarreal, le défenseur. Camboila, mais il est blessé. Mais c'est un peu, on en parlait en off avec Andrew et je me disais dommage parce qu'il y a souvent ces joueurs-là qu'on les a et puis boum, blessure au mauvais moment. Ça, on n'y peut rien. Ouais, on y peut rien. Mais ça aurait été bien. Mais bon, après, voilà, on a quand même de beaux jeunes qui arrivent. Il aura, j'espère en tout cas à l'avenir, la chance de rejoindre la sélection. Mais je pense que quand tu joues à Villarreal, c'est pas rien. D'autant plus que la saison qu'ils sont en train de faire en Liga.
Donc voilà. En tout cas, moi, je suis très curieux de le voir sous le maillot des Léopards. J'espère que ce sera à la Coupe du Monde, du coup, ou à la CAN. Ouais. J'ai pas été surpris parce qu'on avait eu Sébastien Desabre du côté de l'After Afrique. À l'époque, donc, comme on avait fait un long podcast sur la République démocratique du Congo, il nous avait parlé de sa volonté de rajeunir l'effectif parce qu'à la CAN, on avait eu un groupe expérimenté, un 11 de départ expérimenté. La prochaine étape, c'était de rajeunir l'effectif, avoir justement le présent de la République démocratique du Congo, mais aussi le futur, en les prenant rapidement pour qu'ils puissent emmagasiner de l'expérience très rapidement. Et c'est validé par la liste au mois de novembre. Et il ne faut pas oublier que pour moi, cette liste, elle a une double réalité. Oui, évidemment, il y a le barrage contre le Cameroun, mais il ne faut pas oublier que c'est la dernière liste avant la CAN. Donc moi, j'interprète comme ça aussi cette idée de « Ok, vous êtes là, mais il ne faut pas seulement se concentrer évidemment sur le barrage qui va être fondamental, mais il y a aussi une CAN dans un mois où vous pourrez avoir beaucoup plus d'importance et beaucoup plus d'expérience parce qu'il n'y a rien qui est comparable à une CAN. Tout à fait. Dans cette liste, il y a quand même il y a des nouveaux, donc forcément, il y a des sortants. Pouloulou, que personne n'a cité ici, on a cité Banza, tu as dit qu'il était le joueur avec le plus de temps de jeu. Ben non, c'est Pouloulou du coup. Ah ouais, on l'oublie parce qu'il n'a pas encore une seule minute avec la sélection. Il y a eu des blessures, il est venu à la trêve à Orléans et il était blessé. Ludo, je me retourne vers toi. Est-ce que tu comprends, toi, le fait que Pouloulou ne soit pas dans cette sélection-là? Malheureusement pour Pouloulou, il y a eu beaucoup d'actes manqués, malheureusement. Donc, il y a eu ses 2 premières sélections sur la trêve sur Orléans où il a été convoqué. Donc, c'était sa première sélection où malheureusement, il a été blessé, donc il n'a pas pu prendre part aux rencontres. Il y a eu ensuite la seconde sélection où, à nouveau, donc, il s'est blessé. Donc, malheureusement, Desabre n'a pas pu donc, voir le joueur, donc voir ce que le joueur peut donner. C'est vrai. Moi, de mon côté, j'aurais pu l'insérer dans la liste, mais ce n'est pas subjectif à des débats s'il n'est pas dans la liste aujourd'hui, vu qu'il y a quand même une grosse concurrence à son poste, au poste de 9, donc à savoir aujourd'hui, les 9 avec qui il est en concurrence, c'est Bakambu, Mayele et SND. Donc, et Banza. Et Banza qui n'est pas dans la liste aujourd'hui. Ouais. Donc, surtout ceux qui sont dans la liste, je pense que la plus grosse concurrence était lui ou SND. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que SND part peut-être avec cet avantage de profil, vu que SND apporte un profil peut-être qui est différent que ce que Bakambu et Mayele peuvent apporter. Donc pour moi, c'est une absence qui peut être logique de la part de Pouloulou. Il aurait pu mériter. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il est dans un poste qui est assez concurrentiel. En plus, tu as même Banza aujourd'hui qui n'est pas dans la liste et qui aurait pu postuler. Mais Pouloulou, on parlait tout à l'heure des ailiers avec des novices, la probable arrivée de novices qui pourraient commencer ce match-là, ou des joueurs avec peu d'expérience en sélection. Pouloulou, c'est un joueur qui pourrait jouer sur le côté, qui lui aussi, du coup, serait novice. Mais c'est là que moi, je ne comprends pas le fait qu'il ne soit pas sélectionné, même si c'est vrai qu'il y avait déjà SND, Bakambu, Mayele. Voilà, il n'est pas interdit de prendre 26 joueurs, et même s'il y en a plus en tribune, et après, à un moment donné, faire le choix sur le moment même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous les gars. Après, ce n'est pas son poste de prédilection. C'est vrai qu'il peut dépanner, mais ce n'est pas son poste. C'est vrai que, j'ai dit que j'étais satisfait de la liste, mais c'est vrai qu'en mentionnant maintenant Pouloulou, j'aurais aimé le voir. J'aurais aimé le voir aussi parce qu'il apporte un profil différent en termes d'attaquant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en attaque, on a Bakambu, qui est un attaquant de base de profondeur, etc. Même si avec l'âge, il tend quand même à courir moins, mais il a toujours ce sens du positionnement qui est vraiment précieux. Sinon, on a des attaquants, on a SND qui est un peu de type pivot, qui est un attaquant de surface. Qui a eu du mal sur les dernières sélections. Qui a eu pas mal de mal sur les dernières sélections, effectivement. Et sinon, c'est vrai que Pouloulou aurait apporté ce truc-là. Il a un profil plus balle au pied. Il sait dribbler, il sait courir, il est puissant aussi en même temps. Il a un profil un peu d'attaquant complet, gaucher, donc c'est vrai que j'aurais aussi quand même aimé le voir, je dois le dire. Je trouve que, je ne pense pas qu'il aurait été titulaire, je pense pas, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal. C'est vrai que c'est la seule petite ombre au tableau, mais comme l'a mentionné Ludo, il y a eu beaucoup d'actes manqués. Au niveau des stats, c'est l'attaquant congolais qui a le plus de buts en Europe. À l'heure actuelle, avec 10 buts. Derrière, il y a Kakuta. C'est en D2 turc. Ouais, voilà. Et Pouloulou, c'est en Pologne, c'est vrai, mais voilà, c'est quand même une stat il faut les mettre à souligner. Mais du coup, tu ne l'aurais pas vu titulaire s'il avait été dans cette liste. Et tu aurais mis qui titulaire, du coup? En attaque, on pense Non, sur les côtés. Sur les côtés, alors surtout qu'en plus, comme tu dis, j'ai parlé d'un 4-3-3. Parce que là, je vais rappeler qu'il y a Bongonda,
Mboukou, Ouais. Tipenga et Meshak. Meshak, mais qui est suspendu. Il y a C'est vrai que Meshak est suspendu. Balikwisha, Balikwisha. qui est plus un joueur central. ouais. Sur Mais le il joue sur le jeu, côté quand il même. manque un peu de percussion, je Moi, trouve. où j'ai un peu de mal, sur le fait de voir Pouloulou donc sur les côtés, donc comme Mouko l'a dit, donc c'est pas C'est forcément vrai. son poste de prédilection, donc ça veut dire que ça serait un aspect sur lequel on bricolerait quand même, vu que c'est pas forcément son poste de Mais prédilection. on bricole Et dans avec ça- Wissa en vrai. Wissa, c'est son Mais poste. Wissa- Wissa, c'est son. Alors, ailier Ouais. gauche, c'est son poste. C'est vrai. C'est son vrai poste de base. Donc, Non, c'est son poste de prédilection, c'est de avant-centre. bah, Oui, de- ça. Moi, je pense avec que c'est un Benjamin, joueur qui a joué à deux attaquants. Il s'est recentré. Il s'est recentré. Enfin, Ah ouais. il s'est un peu Il a plus été recentré. formé attaquant. Ouais. Il a été... À Lorient en Ligue 2, il joue à gauche. Non, ça, c'est même lui qui me le disait. Il est vraiment formé attaquant de pointe de base. Mais ensuite, là où je comprends pour ton raisonnement, c'est que très tôt, il a joué à gauche. Très tôt, ensuite, il s'est mis à jouer à gauche, etc. Mais il est formé en tant qu'attaquant de pointe. Et c'est le poste en plus auquel il préfère jouer. Mais il s'adapte à gauche. Et moi, je trouve que ça se voit. En fait, je trouve que, tu vois, par exemple, à Brentford, quand il joue en attaque de pointe, quand il joue en attaquant de pointe, il y avait des aspects de son jeu qui ressortaient mieux. Dans le mouvement, dans le déplacement, tu sentais que c'était un attaquant. Je trouve qu'à gauche, il est bon aussi, il sait jouer à gauche, tu vois, mais c'est pas comme, tu vois, Meshak, tu sens que c'est son poste. C'est un autre style, c'est autre chose. Mais tu sens que c'est son poste, tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est ce qui est différent un peu, contrairement C'est ça. à Pouloulou, où vraiment, lorsque tu le décales sur ce poste-là, c'est vraiment en guise de dépannage, plutôt que est-ce que Pouloulou, il sera en mesure de faire une saison pleine sur ce poste-là? C'est une bonne question. Ça, c'est clair. Mais je suis d'accord, moi, par rapport à ce que tu dis, totalement en accord avec Meshak, c'est peut-être le seul profil vraiment un joueur de percussion, un joueur qui rentre, qui provoque. Parce que et Bongona qui peut aussi le faire, mais je trouve qu'il est encore un peu plus central que Meshak. Mais un vrai joueur, un ailier pur, il n'y a que Meshak. Et je pense que c'est ce qui nous manque aussi dans notre animation offensive. On a beaucoup de joueurs qui sont très centraux, C'est soit vrai. des deuxièmes attaquants, un peu comme Wissa, mais on n'a pas ces joueurs qui vont vraiment provoquer tout le match et fatiguer leur arrière latéraux. C'est ce que je trouve ce qui manque aujourd'hui dans les profils. Parce que même Balikwisha, il peut le faire, mais vous verrez, c'est un joueur qui rentre beaucoup dans l'axe en fait. C'est pas un joueur de vraiment d'aile et qui va vraiment déborder son adversaire. Mais en fait, ce que tu dis là, C'est- je c'est un trouve petit qu'en problème. fait, c'est la disparition des ailiers. C'est pour le foot Exactement, moderne, malheureusement. exactement, ouais. Dans le foot, quand vous regardez aujourd'hui, la plupart des ailiers, ils jouent faux pied. Ouais. Ils jouent faux pied, c'est l'ailier pur qui déborde sur son côté, soit côté droit, soit côté gauche. Ça existe quasiment plus. Ouais, c'est vrai. Même le poste de numéro 9 pur, vous verrez qu'il y en a très peu en fait. C'est des joueurs qui peuvent jouer à gauche, à droite, mais comme Wissa, voilà. Et ça, j'ai l'impression que c'est plus une évolution du C'est foot vrai, moderne. c'est vrai. Et je le regrette. Moi, j'en ai marre Ouais, des ailiers. des ailiers faux pieds. Ouais, j'ai envie de retrouver des bons ailiers purs comme à l'ancienne, mais c'est plus dans le foot moderne. Mais tu poses une vraie question en vrai, parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier que Meshak est suspendu. Ouais. Parce qu'il est dans le groupe. Donc au cas où, Oui, c'est ça. C'est pour On ça passe. que moi j'ai mon interrogation sur le poste de C'est- ailier gauche. c'est une- c'est ça, mais vous interrogation, avez j'ai toujours pas répondu, les gars. Vous mettez qui? tu sais que Massakou peut jouer aussi. Non. plus haut, hein. En fait, sur ce poste, on a Ouais. deux solutions. Soit C'est- on lance l'un des deux novices, Chipenga ou Balikwisha, ou alors on lance Mboukou qui dernièrement, sur C'est ça. les matchs avec Montpellier, joue Joue à ailier gauche. Moi, je vrai. mettrais lui. Tant Et que qui a moi- été élu joueur du mois par son club. Moi, personnellement, je le préfère lorsqu'il joue faux pied, vu que c'est un joueur qui joue assez recentré. C'est un joueur qui joue quand même sur la possession et sur la technique, donc vaut mieux jouer sur le côté droit, parce que lorsqu'on joue sur son propre pied, vaut mieux être sur la vitesse. Comme Meshak lorsqu'il joue ailier droit. On a vu la tempête qu'il a mis On à voit- Koulibaly contre le. On voit qu'il joue C'était énormément sur la Malik Diouf. vitesse. Ah, mais c'était un Malik, même Koulibaly, hein, je crois. Moi, je partirais sur beaucoup, moi. Ouais. Vu que dernièrement, il joue sur ce poste-là, avec Montpellier, et que ça se passe plutôt bien. Ah, Je partirais sur cette Je stabilité. suis d'accord. Beaucoup gauche, Bogonda à droite. Ou alors on en revient à ce que tu disais, Mouko, partir sur la 3-5-2. En tout cas, pour moi, c'est la formation qui s'adapterait le plus au profil de la sélection. Oui, Puisqu'on mais n'a pas des liés. Anton, tu il vois. est pas chaud, il est pas Non, chaud. non, non, c'est pas chaud. Mais comme tu dis, c'est un truc qui se travaille. Ça fait- il se travaille. Mais je suis d'accord, je- bouleversement sur un match. Oui, c'est un match aussi important, ça risque d'être c'est ça. trop tôt. Ouais, Ouais. t'as raison. mais au final, en tout cas, je Mauvais rejoins Ludo. souvenir. On joue à 3 contre le Maroc. C'était Ouais, 3-4-3. c'est ça, et- 3-4-3, c'est c'est un 3-4-3, c'est vrai, c'est Mais ça, différent. attends, c'est un 3-4-3 Mais ça, qui est c'est- sorti de nulle part. Mais c'est Hector Cooper, hein, C'était une autre Il y a époque. chose sur laquelle Il n'y on a est pas tous les mêmes joueurs. d'accord. Mais de toute façon, il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est que c'est beaucoup trop tôt. Enfin, c'est quelque chose qui se travaille aujourd'hui. Ouais, Il n'y a pas le temps de. Il faut vraiment aujourd'hui être pragmatique et voilà, t'as 90 minutes, il faut faire le taf. Donc ce serait comme un peu suicidaire de se lancer dans un 3-5. Mais je pense que de ça, Blin en tête. Hein. Parce que tu vois, le fait qu'il ait tu vois, tenté des 3-5-2 contre des oppositions qui étaient plus faibles, mais quand même, je pense que c'est quelque chose qu'il a en tête. Si il met 3 centraux, vous voyez qui? Donc Chancel, Toine Zébé et le troisième, ce serait
Du coup, enfin, Maswaku alors qu'il non, serait dans non, l'axe. non, non, Ah, ce ok. serait pas Maswaku. Bouchiri ou Capoadi. ou Capoadi. Le problème, c'est qu'avec Capoadi, du coup, ça ferait un gaucher. Donc, ouais, ça veut dire que Touanzebe, ouais, non, c'est possible, c'est Ah, faisable. c'est possible. C'est faisable. Ok. Mais même Capoadi, il n'a pas joué vraiment encore en sélection. Ah, c'est il a, un novice. C'est il pour n'a ça pas que joué un tu match demandes. officiel. Ouais. Ok. Non, c'est une vraie interrogation. Mais en vrai, je partirais plus, moi, je rejoins Ludo. Sur le fait, ouais, beaucoup à gauche, je pense. Et Bongonda. Et Bokonda à droite. Parce que Bongonda aussi, le temps de jeu, là, c'est un peu compliqué. C'est vrai. Mais tu vois, en sélection, sur le C'est dernier vrai, match, c'est il vrai. prouve C'est un joueur qu'il qui ne assure. soit jamais en sélection. En général, je trouve que. Il a déjà déçu. Il hein. est irrégulier des fois, quand même. Ouais, mais- Il a déjà mais- déçu. C'est vrai, mais je trouve que c'est Mais celui il- qui réussit c'est à vrai. tirer son présent. épingle du jeu. Voilà, il a C'est toujours, vrai, c'est c'est un vrai, peu c'est vrai. le factoriste dans le sens, je pense que c'est le joueur qui peut te mettre une frappe, te sortir un petit geste, même en étant un peu moins bon ou C'est alors vrai. en manque de conditions. Je pense que c'est un peu le factoriste de cette sélection. Sur une action, Voilà, sur un. exactement. Ouais, c'est Donc, vrai. on a c'est- surtout qu'on manque de créativité, donc je n'enlèverai pas perso. Je vais C'est dire. une blessure qu'il a eue lors de la trêve à Orléans qui fait que sa Exactement. saison elle est un peu C'est vrai en plus. compliquée. Ouais, ouais, C'est ouais. vrai, tu sais Il est que j'avais sorti même sur pas- blessure, on était au stade. Ça fait un petit Et temps. depuis, ouais. c'est un peu Il traîne un compliqué. peu le truc. Il s'est donné pour la sélection et du coup, C'est ça. Mais Mais moi, moi, j'ai pareil, envie- mais. Ouais. j'ai envie d'entendre au moins un 11 parmi vous. Elton, est-ce que tu peux nous donner ton 11 de base? Vas-y. Là, en fait, c'est quand même très compliqué parce que à droite, enfin, je vais te mettre Passy. Ouais. Et ensuite, la charnière, je vais te mettre Touanzebe et je vais te mettre bien évidemment Chancel Mbemba. Attention à l'identité, notamment axe droit, axe gauche, qui peut aussi avoir son importance. Kayembe à gauche, à droite, je vais te mettre Wan Bissaka. Ensuite, au milieu de terrain, là, je vais mettre Sadiki. Je vais quand même mettre le 4-3-3. Je vais mettre le 4-3-3 par rapport au milieu de terrain du Cameroun. Donc Piquet, Moutoussamy, on va y aller comme ça. À gauche, je suis totalement d'accord. C'était mon idée, je vais mettre beaucoup. Et ensuite, à droite, Bongonda. Bon, même si on sait très bien qu'il aime bien revenir de Rex. Et devant Bakambu. Ok. Parce que pour moi, le 4-3-3, pour moi, par rapport à la configuration camerounaise, c'est le système qui permet notamment d'avoir cette égalité numérique. Parce que contre le Sénégal, bah, moi, à un moment donné, on a trop ressenti cette infériorité numérique dans cette zone. Mm. Notamment sur la seconde période. Alors encore ouais. plus avec la variable des joueurs qui n'avaient pas assez de minutes pour pouvoir tenir, alors qu'en face, ils se permettaient quand même de faire sortir des Matarsar. Ouais, c'est vrai. c'était dur. Ce match, il faut qu'on arrête de revenir. Latéral gauche, Non, on en parle. Latéral gauche, t'as mis Joris. KMB. T'as mis Joris. Ouais. Ah, non, Ouais, il y a tout le monde qui met Joris là. En fait. c'est ça. Tout le monde met Moi, Joris. j'hésite. Et est-ce que Moi, vous j'hésite. mettez tous t'hésites? Ouais, moi, j'hésite. Maswaku, toi. J'hésite parce que l'expérience, parce que. Vous savez, en fait, on parle aussi de Joris, mais après, en club, il joue quand même dans un club qui joue le haut du tableau. Et Et- l'Europa League aussi. Et l'Europa League, oui, c'est vrai, il joue en Europa League, mais ce que je veux dire, c'est que défensivement, pour moi, il a les mêmes difficultés que Maswaku peut avoir. C'est-à-dire dans l'alignement, etc. Je pense que c'est deux latéraux qui sont très offensifs, très bons balles au pied. Ils ont des profils un peu similaires, en fait, Ouais, quand c'est tu y vrai. penses, tu vois. Mais Après, les mêmes moi, difficultés, enfin les mêmes raisons pour lesquelles les supporters, tu vois, aujourd'hui voudraient voir un Joris, c'est possible que c'est vrai. ça C'est se vrai que produise. Maswaku, il est important sur les coups de pied arrêtés aussi. Mais après, voilà, ça aussi. Ça, c'est pas à négliger parce que Et le Cameroun, sur coup de pied arrêté, c'est redoutable, hein, les gars. Je sais Ah pas si oui, vous avez ouais. vu. Ils marquent souvent comme ça. En plus, C'est ils ont très, des, très ils ont compliqué. des joueurs colosses. Et... Ouais, costaud, le gars d'eux. Enfin, ils ont, Christopher ouais, Rowe, ouais, ils ont vraiment Ça va Aboubacar. être- je pense que ça va Il y a jouer du les coups de pied gabarit. arrêtés. Il y a du gabarit. Ah, Donc, Mais tu vois, rien que pour cette raison, les coups de pied arrêtés, tu sais, ça a son importance. Hein. Mais Ça a justement, son importance. tu vois, c'est son point fort, C'est- ou en tout cas, c'est l'un de ses points forts. Mais sur les derniers matchs, il faisait n'importe quoi sur les coups de pied arrêtés. C'était je suis compliqué. tout à fait d'accord. C'était abusé. Il y avait des corners. Après, C'est un truc qui nous- Bongonda- c'est un truc- Et Bongonda peut être Coup de pied arrêté, un plan B. Enfin, il a une bonne Beaucoup patte aussi, gauche. beaucoup. Il peut, oui, Beaucoup, oui, oui, c'est vrai, mais- c'est vrai. Ouais. Tirer des coups de pied arrêtés, c'est spécifique quand même. Il y a des joueurs de coups de pied arrêtés, ça fait un moment qu'on... Bon, à l'ancienne, il y avait 13 ans pour tout, bon, ça date. Kakuta, pendant un Beaucoup moment, aussi. tirait bien les coups de pied Ouais, arrêtés, mais vers la fin, un peu moins. Mais c'est... Ouais, beaucoup. Beaucoup. Quelquefois, il y a eu Bolas. Quelquefois, il en a marre. Il y a marqué Ouais. un Non, mais un, franc, et ouais, voilà. ouais. Non, mais un. Il en met un, c'est vrai. Il en met un. C'est vrai que beaucoup. Il avait une manière de tirer spéciale en plus. Je m'en souviens. Mais ouais, non, c'est... Bonne question. Mais c'est vrai que l'un ou l'autre, si je vois Joris, en tout cas, je ne serais pas mécontent. Ouais. Parce que je trouverais ça normal au vu de sa... Est-ce que c'est un problème de riche pour De Sabre? Je ne sais pas si c'est un problème de riche, parce qu'on a un joueur qui, en ce moment, qui joue pas en club et un joueur qui joue. Mais un joueur qui a aussi été plus expérimenté, enfin,
c'est des problèmes d'entraîneur. Mais problème de riche, c'est pour moi quand tu as vraiment trop de C'est choix. ça. Voilà, C'est surtout un problème circonstanciel parce que exactement. si Masuaku jouait beaucoup à Sunderland, la question se poserait pas. Effectivement. Dans ton 11, moi, il y a une partie dans le milieu, j'ai envie d'avoir l'avis des autres. Est-ce que vous partez du coup sur le milieu Sadiki Mutusami et Piquel plutôt que Edo Kaimbe qu'on a plus vu que Piquel dernièrement, mais c'était parce que Piquel était en instance de départ. C'est ça. Est-ce que là, vous voyez du coup, parce que Elton a donné son 11, est-ce que Mouko, Lens et Ludo, vous voyez Piquel du coup titulaire face au Cameroun? Oui, moi je le vois titulaire et j'aimerais qu'il soit titulaire par rapport à Edo Kayembe en tout cas. J'ai un peu de mal avec le milieu, parce qu'Edo Kayembe, je sais pas, autant je disais les trois déjà, je trouve que c'est un milieu très neutre en termes de créativité. Mais si tu mets Edo Kayembe, c'est pas neutre, c'est pire que neutre. Je l'aime beaucoup. Ça, franchement, c'est quelqu'un en fait qui va boucher des trous. Tu pourras jamais en fait à la fin du match, c'est qu'il a mouillé le maillot. Donc tu peux jamais lui reprocher son attitude ou quoi. Hein. Donc c'est vraiment avec tout le respect que j'ai. Mais je pense quand même que avec déjà Mutusami et Noah Sadiki, je mettrais plus Piquel, quoi. Piquel, d'autant plus que voilà, même si bon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu à l'Espagnol Barcelone, mais au moins il est dans un club qui est dans une dynamique ultra positive. Hein, l'Espagnol Barcelone en Liga, qui est, je crois, 5 ou 6e. Enfin, en tout cas, ça joue. Ils ont très bien commencé. Exactement. Voilà, c'est une révélation de début de saison, exactement. Donc je me dis, ouais, pourquoi pas partir sur Piquel plutôt qu'Edo Kayembe. Ouais. Je partage clairement son avis pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons et qu'en plus, bon, Piquel est droitier. Ça apporte aussi quand même autre chose parce que si on avait. Kayembe, Mutusami, tu vois, les deux sont gauchers. Les deux sont gauchers, ouais. Je pense que Piquel, franchement, moi je pars sur la même composition quasiment que Elton. Totalement. Vraiment avec. Et comme tu le disais, le problème c'est que ça manque un peu de créativité. Ça manque de créativité, mais là c'est une question de joueurs pour l'instant. Stroikens qui vient d'arriver va peut-être apporter ça. Parce que, bon, même si c'est pas un numéro 10 pur, c'est un meneur de jeu reculé. Il peut jouer aussi numéro 10, c'est un relayeur, mais avec un profil beaucoup plus offensif. Donc, à terme, j'espère qu'il pourra apporter cette touche créative dont je pense la RDC a vraiment besoin. Mais pour l'heure, là, avec un milieu surtout comme les Camerounais, avec la paire Zambo, Baleba, il faut de l'impact. Et il y a aussi Avom qui est pas mauvais. Hein. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, il faut vraiment de l'impact. Moi, pour ma part, au début, je parlais surtout des restrictions qui pouvaient exister sur la capacité de notre animation offensive qu'on pouvait avoir sur ce match. Et avec ce milieu, Mutusami, Piquel, Sadiki, j'ai peur que ça soit très, 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 très défensif et qu'on ne soit pas en mesure d'apporter d'avoir une possession de balle et d'apporter certaines phases offensives. C'est pour ça que moi, Piquel, je ne le mettrai pas parce que Piquel en 8, moi, je ne suis pas forcément fan. Piquel, c'est un joueur qui est assez défensif. Je le préfère plutôt dans le rôle de 6 ou dans le rôle de milieu en 2 pivots, plutôt que sur le poste de 8 où il doit avoir peut-être un peu plus de responsabilité offensive. Et ce n'est pas forcément son champ de prédilection. Moi, le milieu, je partirais avec Mutusami en sentinelle, Sadiki, et je suis désolé, mais moi, je lance Moukao. Ah ouais. Je pense que c'est le moment. Ah ouais. Mais ça peut être une solution. C'est le moment. C'est un gros match, là, les gars. Je pense que c'est le moment. Après, il a été bon. C'est vrai qu'il a été bon. bon. Et puis, il a habitué à jouer quand même. Et la différence qu'apporte peut-être Moukao et Edo Kayembe, qui a été cité, la différence aussi, c'est que Edo Kayembe, c'est un joueur qui a cette capacité de projection. Il arrive à se projeter vers l'avant. On a vu qu'il a pu lancer pas mal d'offensifs et c'est un joueur qui peut être décisif. Contrairement à tous les autres milieux qu'on a, Kayembe, c'est un joueur qui peut être décisif. L'année dernière, il finit la saison avec presque une dizaine de buts. Donc c'est un joueur qui peut mettre des buts et qui peut... Il a marqué contre la Guinée. Il marque contre la Guinée. Le match contre le Sénégal, match aller, je pense que c'est lui qui lance l'action. Contre le Sénégal au match retour. C'est pas lui qui marque aussi, Non, le Togo à l'aller. Contre le Togo à l'aller. Au stade des Martyrs. Non, c'est Bogonda, je crois, sur la passe de Kayembe. Moi, dans ma tête, j'ai un lob, une sorte de lob de Kayembe. Mais en tout peut-être cas, que c'est un autre match. Edo Kayembe, c'est ça, j'ai confondu. Edo Kayembe, contrairement aux autres milieux, c'est un milieu qui a quand même cette capacité à pouvoir aller vers l'avant. Donc c'est pour ça, moi, mon choix sur ce poste de 8 central droit, je ferais plus mon choix entre Edo ou Moukao. Mais je partirais avec Moukao. Je pense que Moukao et Sadiki, c'est le moment. C'est le moment des réceptions. Derrière eux, en sentinelle, Mutusami à la place de Mutusami et Sadiki,
Avec le rôle des récupérations, parce que je pense qu'il y aura un gros travail à faire face à Zambo et Baleba. Donc je pense que ça sera à Sadiki et Moutoussamy de s'en charger. Et derrière, Moukao qui a ce rôle de projection vers l'avant pour pouvoir alimenter les deux ailiers et Bakambu. Moi, ça serait mon idée. C'est une option dont on n'a pas parlé, c'est vrai. Moukao, il est là, il est présent. Il a été bon sur les derniers matchs en plus. Il a été titulaire. C'est un bon joueur qui a du temps de jeu en Ligue 1, donc pourquoi pas en vrai. Ouais. Après, sur le banc, on a aussi des recharges. Je veux dire, c'est pas interdit que de sabre en cours de jeu, que ce soit à la 50. Oui, bien sûr. Je veux dire, ok, ils n'ont pas beaucoup de rythme en club, mais un Struikens, Balikwisha, je pense qu'ils sont quand même capables d'enchaîner 30 ou 40 minutes dans un match d'une telle importance. Donc c'est aussi quelque chose. On a des solutions aussi, je pense, sur le banc en fonction de la tournure des événements. Donc à voir aussi. Et juste, Lens, du coup, rapidement, peut-être revenir sur les 3 nouveaux. Toi qui, avec la 90e, parle beaucoup du football belge, est-ce que tu peux revenir sur les profils de chacun? Oui, donc Epolo, comme je dis, on a discuté, c'est un jeune gardien qui aujourd'hui, pour moi, et pour en général, quand on en parle en Belgique, sa marge de progression, c'était vraiment sur les sorties aériennes où il a encore beaucoup de difficultés parce que c'est un gardien qui a son 1m85, 87, mais qui, pour moi, c'est un faux grand en fait. Quand tu le vois, il a l'air petite taille, mais quand tu regardes sa taille théorique, tu dis waouh, etc. Donc, mais il a encore du mal à vraiment s'affirmer dans son rectangle. Il manque encore un peu de leadership, mais après, à son âge, je pense que c'est normal. Il va apprendre, je crois. Mais la différence par rapport aux saisons précédentes, c'est que cette saison-ci, il a gommé les petites bourdes. Il pouvait te faire un match incroyable, et puis à la 87e, te faire la bourde, mais c'était très répétitif. Quasiment à chaque match, en caricaturant un peu. Oui, mais Polo, on sait qu'il faut attendre la 90e pour dire ouf, parce que malheureusement, et quand tu es jeune, il a beaucoup traîné ça sur son dos. Donc cette saison-ci, il a quand même gommé ça, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, voilà, il a que 19 ans, donc c'est compliqué. C'est pas un gardien complet aujourd'hui. Je pense que c'est un peu tôt, donc c'est pour ça aussi qu'on discutait et qu'on disait que c'est peut-être mieux de le laisser sur le banc pour cette rencontre. Maintenant, Struikens, comme je l'ai dit, c'est un joueur vraiment box-to-box. Et je crois que Mouko l'a très bien décrit. C'est peut-être pas le milieu le plus créatif, mais en tout cas, parmi les effectifs, c'est peut-être le milieu qui pourrait apporter cette touche dans l'animation offensive par rapport aux autres milieux de terrain. Parce qu'on a beaucoup de box-to-box, comme Sadiki, comme Edo Kayembe, qui ont vraiment du volume, qui peuvent apporter ce volume sur le terrain, mais ils sont peut-être moins créatifs et moins offensifs que Struikens. Et c'est un joueur fiable. C'est-à-dire que ce joueur-là, en tout cas, moi, de ce que je vois, il approche déjà, je crois, plus de 100. Il a déjà presque 150 matchs à 21 ans. 21 ans. Donc c'est énorme. Mais c'est un joueur très fiable dans le sens où il passe rarement à côté des matchs. Très sincèrement, c'est le joueur, tu ne diras jamais, il a été nul. C'est un garçon, tu vas lui donner le ballon, tu sais que voilà, il va faire. Après, il doit passer un cap dans les stats. Clairement, il manque un peu. Je trouve qu'il a même pas 15 buts en championnat, en plus de 120 matchs. C'est trop peu pour un milieu qui joue dans des clubs qui joue le titre, qui est censé jouer le titre chaque année. Donc voilà, mais je pense il complétera bien en tout cas les joueurs qui sont là actuellement. Et ensuite le troisième, Balikwisha. Moi, quand il part du Standard, il a seulement 20 ans. Il part, et d'ailleurs beaucoup de supporters lui en veulent parce que c'était un énorme talent. Je crois sa première saison pro, il met 9 buts en Pro League. Et après, il est cité même à l'étranger, mais finalement, il est cité à Bruges ou à Anvers. Finalement, c'est Anvers qui le prend parce qu'ils ont mis plus de moyens. Clairement, ils lui ont offert un plus gros contrat. C'est vrai, et il ne l'a pas caché, il l'a dit lui-même. Mais je crois qu'il a fait peut-être 1 ou 2 saisons de trop à Anvers. Il a eu des blessures aussi. Il a eu des blessures aussi, c'est vrai. Malheureusement, ça l'a coupé dans son élan. Mais je crois que 2 saisons et demie auraient été parfaites. Et je crois que s'il part un peu plus tôt, il fait une autre carrière que ce qu'il est en train de faire. Après, il est encore très jeune, il a encore le temps de s'imposer au Celtic. Mais je crois que le choix du Celtic, c'est un choix plutôt par défaut et parce qu'il a été freiné que ce qu'on prévoyait pour lui à ses débuts, en tout cas quand il est transféré à Anvers. Maintenant, pour son profil, contrairement à Struikens, je crois que c'est un joueur qui est un peu plus technique, qui peut un peu se débrouiller sur les flancs, contrairement à Struikens, qui est vraiment un joueur d'axe. Et voilà, mais après, comme Nico disait, aujourd'hui, il n'y a plus ces joueurs clairement qui sont sur la ligne. Non, lui, il aime bien rentrer, apporter sa frappe. Il a un peu de vista. Mais voilà, moi, je crois vraiment que ces 3 joueurs ont une réelle valeur ajoutée dans l'effectif actuel. Donc moi, je suis très curieux de voir comment ils vont s'intégrer. Et j'espère vraiment, je crois qu'ils auront ils pourront apporter leur pierre à l'édifice, notamment pendant la CAN. En tout cas, je ne serais pas surpris qu'ils aient pas mal de temps de jeu, si évidemment, ils ne sont pas blessés et que petit à petit, ils gagnent du temps de jeu en club. Dernier truc par rapport à cette liste et à ces 3 nouveaux-là, est-ce que vous pensez que ça va ramener plus de binationaux plus tôt? Comment est-ce que vous voyez ça aussi avec Struikens, par exemple, qui en 2022 a fait une déclaration négative
sur le Congo, où il disait qu'il avait un truc du genre rien à voir avec la RDC, qu'il se voyait surtout belge. Aujourd'hui, il est là. Comment est-ce que toi, Elton, tu vois ce débat, ce fameux débat sur les binationaux qui revient à chaque liste? C'est un débat, on avait eu l'occasion d'en parler avec Sébastien Desabre au mois de juin, en disant qu'aujourd'hui, c'était une chance. C'était une chance, notamment par rapport à la diaspora, à partir du moment où il y avait des joueurs qui étaient en mesure de rejoindre cette sélection et qu'il fallait s'en servir parce que malheureusement, le football local, il est ce qu'il est, notamment ses difficultés par rapport au championnat, et qu'aujourd'hui, la solution la plus pragmatique, c'est de s'appuyer sur ça. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée et de les prendre rapidement, de les fidéliser à l'instar de ce qu'a fait le Maroc, à l'instar de ce qu'a fait le Sénégal, de manière à avoir une visibilité, parce que ça s'inscrit dans un débat qui est plus large et qui, pour moi, est mon grand combat, notamment sur le football congolais. Le passeport congolais dans le football de club doit être de plus en plus important. Il doit y avoir de la visibilité, notamment sur le choix des clubs, et qui doit créer un appel d'air pour pouvoir dire que dans cette sélection, il n'y a pas seulement un présent, il y a aussi un futur, et que ça passe par là, par le fait de fidéliser ces joueurs de plus en plus tôt, des joueurs avec des clubs qui sont quand même référencés. On parle du Standard, on parle du Celtic, autant de bonnes nouvelles pour la sélection. Clairement. On va passer au prochain sujet. C'est la CAN quand même qui arrive à grands pas, la CAN 2025, qui va se jouer au Maroc. On est dans un groupe avec le Sénégal, le Bénin et le Botswana. On se rappelle de la dernière CAN, on a été quand même en demi-finale, on a échoué pour la 3e place. On a fini 4e avec ce match nul face à l'Afrique du Sud. J'étais au stade, bref. Voilà, la CAN va arriver. Donc là, on joue les barrages, c'est très important. Mais juste après, il y a une grosse échéance qui va arriver. Il y aura une nouvelle liste avec des matchs de préparation, je pense. Comment est-ce que vous voyez cette CAN 2026? Je vais commencer avec toi, Lens. On a terminé 4e, comme tu le dis, la dernière CAN. Donc là, on part avec un statut, je ne vais pas dire de favori, mais d'outsider, en tout cas, d'une sélection aujourd'hui qui est respectée sur le continent africain. Moi, je me dis, on aura un statut à assumer. Après, il y a toujours les gros, Sénégal, Maroc qui est ultra favori, vu que c'est dans son pays, etc. Mais après, dans le deuxième rang des sélections qui peuvent tirer leur épingle du jeu, tu as quand même la RDC. Et donc, je suis curieux de voir comment le groupe va supporter cette pression-là. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, on le voit, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent. Il est en train un peu de reconstituer aussi son groupe, Sébastien Desabre. Donc il faudra voir aussi comment ces joueurs vont non seulement supporter le poids de s'être maintenant ajoutés à cette sélection-là, donc d'être devenus internationaux, et puis aussi supporter, parce que moi je dis toujours que jouer pour la RDC, c'est plus compliqué que jouer pour la Belgique. Moi je parle souvent de la Belgique parce que c'est le pays dans lequel je vis et j'ai grandi, parce que c'est un pays de passionnés, et c'est pas 10 millions, 11 millions d'habitants, t'en as 8 fois plus, 9 fois plus. Et donc c'est aussi quelque chose où on ne prend pas toujours en considération ce poids-là qui est sur les joueurs. Donc moi, cette CAN-là, j'en attends beaucoup. Mais pour être honnête, je suis curieux de voir comment on va appréhender. Je ne sais pas que je ne suis pas confiant, mais voilà, j'émets quand même des réserves quant à notre capacité à supporter la pression qui sera la nôtre. Puis ça dépendra aussi de ce qu'on va faire du coup pendant le barrage. Exactement. Si on perd, comment est-ce qu'on se retrouve à la CAN, avec dans quel état d'esprit seront les joueurs? Si on gagne, est-ce que la confiance, justement, on ne sera pas trop confiant, les Congolais, des fois, voilà. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez, Ludo, toi, est-ce que tu penses qu'on peut refaire, par exemple, une performance comme la dernière fois et atteindre le dernier carré? La différence avec la dernière CAN, c'est que sur cette CAN, on va quand même l'entamer avec une pression. Cette pression de demi-finaliste de l'édition précédente. Alors que pour la CAN de 2023, en fait, on a entamé cette CAN sans pression, vu que de base, on s'est qualifié quand même assez... On ne devait pas y être. Alors, on s'est qualifié quand même difficilement. Donc, ça veut dire qu'on a débuté cette CAN sans avoir une grosse exigence. Donc, je pense qu'on a terminé donc, la phase de poule avec trois matchs nuls. On a été satisfait. Enfin, je pense que l'objectif était juste de se qualifier. Or que sur cette CAN, en tant que supporter congolais, on a des exigences qui sont notamment beaucoup plus élevées, notamment dans le contenu, où je pense qu'on attend un peu plus. Donc, à voir comment le manager, donc Sébastien Desabre, va réussir donc, à inverser cette tendance, et également les adversaires, vu qu'ils vont à présent donc, nous juger et démarrer donc, leur rencontre face à nous avec une autre vision. Ils vont nous voir donc, en tant que demi-finaliste de la précédente édition, en tant que barragiste de la qualification en Coupe du Monde. Donc, je pense qu'on a aussi un contenu à développer, donc une animation. Je reviens encore une fois sur l'animation offensive qu'on est en capacité de proposer.
Donc, je pense que maintenant, on doit être en mesure de proposer quelque chose, contrairement à la précédente édition où, faut quand même ne faut Non, mais pas oublier, on est arrivé en demi-finale avec une seule victoire. une seule victoire, nos attaquants qui ne marquaient pas. Voilà. Avec C'était une seule compliqué. Enfin, victoire. Wissa marquait, mais voilà. Et je ne pense pas qu'on sera en mesure de réitérer, à nouveau, cette performance avec un contenu peut-être qui laisse quand même à désirer. Mouko, tu voulais réagir? Franchement, moi, ce que je pense, c'est un peu un mélange de ce que Lens et Ludo viennent de dire, pardon. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, le défi, évidemment, ça va être l'incorporation de ces binationaux, de ces nouveaux joueurs, mais je suis pas très inquiet par rapport à ça. C'est plus, est-ce qu'on va réussir à convaincre? Est-ce qu'on va réussir à convaincre dans le jeu? Est-ce qu'on va réussir à convaincre dans l'animation offensive? Parce que, en vrai, ce rôle d'outsider, quand j'y pense, ça fait plusieurs CAN qu'on l'a. C'est-à-dire que depuis la CAN 2015, ça fait plusieurs CAN, sauf la CAN 2021 où on n'était pas là. Mais c'est pas la première fois qu'on est dans ce rôle d'outsider, mais on n'a jamais, même à la CAN 2015, c'était à 10 ans aujourd'hui, on était passé avec 3 matchs nuls. Oui, Là, la dernière CAN, 3 matchs nuls. C'était Après, exactement voilà, le même parcours. tu passes, oui, c'est bien d'arriver en demi-finale, et ça, pour rien enlever aux joueurs. Il y a eu quand même des matchs, celui contre la Guinée, on s'en souvient, qui était un beau match, et le match contre l'Égypte qui s'est joué au mental. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que le défi, ce serait une énorme déception de ne pas sortir de la phase de groupe, franchement. Même s'il y a le Sénégal. On va retrouver le Sénégal d'ailleurs. On va retrouver le Sénégal, ça va être intéressant à voir si on va pouvoir être en mesure de prendre notre revanche, même si le Sénégal, c'est quand même pour moi en termes de C'est renforcé en qualité. plus. Ah, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Ah ouais, pour moi aussi. Pour moi, c'est devant le Maroc. Hein. Pour moi, le Sénégal, clairement. oui, Incroyable. clairement. Enfin, pour moi, c'est le favori. Clairement. Aujourd'hui, pour Ouais, moi, le pour moi Sénégal, quand tu regardes en termes de joueurs, de tout, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont pleinement réussi leur transition. Ils avaient une équipe vieillissante ces dernières années, avec les cadres. Mais ils ont réussi à, en même temps, garder les anciens, dans un rôle un peu d'encadrement, etc. Clairement. Renforcer des joueurs expérimentés. On parlait aujourd'hui à un Ismail Assar, il a beaucoup de sélections aujourd'hui. Pourtant, il n'est pas vieux, hein, mais il a beaucoup de sélections. Papa Tassar qui commence à enchaîner, exactement décisif. Donc renforcer en même temps une ossature qui est relativement jeune, mais toujours expérimentée. Et en plus, ajouter des nouveaux binationaux. Là, les 2 qui viennent d'arriver, il y a Ibrahim Baye. Ça, c'est un énorme coup. Ouais. Il y avait la France et le Maroc. Hein. Et on n'a pas aussi parlé, parce qu'il a été blessé, mais Hassan Diao de Com, Il est revenu. qui est revenu. Et il y a aussi un autre ailier, Mamadou Sarr de Strasbourg. Pas un défenseur, excuse-moi. L'ailier, je pensais à Diao. Mamadou Sarr qui appartient à Chelsea et qui est prêté à Strasbourg. Non, le Sénégal, c'est El Hadji Malick Diouf aussi qui joue à West Ham aujourd'hui, qui est un très bon joueur. Non, le Sénégal, c'est très sérieux. Mais hormis ça, il faut qu'on passe. Il faut qu'on passe ça. Il faut qu'on sorte du groupe. Ça, je pense que c'est. Et ne pas sous-estimer le Botswana et le Bénin. Non, aucune équipe en Afrique. Tu peux pas sous-estimer. Regarde, Bénin jouait la Coupe du Monde. Voilà, exactement. Et À la CAN, tu peux pas sous-estimer. c'est fini. Sincèrement, c'est une compétition tellement dure à gagner Ouais, tellement. que tu peux pas sous-estimer. Même le petit pousset, tu peux pas le sous-estimer. Il n'y a pas de match facile à la CAN. On voit très peu de 5-1, 5-0. Ça n'existe ouais. pas. Et puis les équipes travaillent. Tu sens qu'il y a une évolution. exactement, c'est Regarde ça. la dernière CAN. Même l'Algérie, le Maroc, ils ont galéré. Exactement. Et quand l'Afrique du Sud a éliminé le Maroc, ils n'ont pas éliminé le Maroc sur un coup de chance. Ils ont dominé, ils les ont. Ils sont sortis. Ah ouais, non, terminé. Clairement. Donc c'est pour ça que non, la CAN devient une compétition qui s'améliore d'édition en édition. Et il faut sous-estimer absolument personne. Aucun match, je pense, ne sera facile, mais ça ne change pas le fait que ne pas sortir du groupe, pour les RDC, ça serait pour moi, c'est même pas envisageable. Oui. Mais voilà, je pense que pour répondre à ta question initiale, le défi, ça sera de convaincre. Qu'on se dise, que les supporters regardent les matchs et qu'ils se disent « Ok, on a gagné et avec la manière, on sait jouer au football ». Donc ça, je pense que c'est vraiment le défi de cette CAN. Le Sénégal en favori, Elton l'a dit, vous êtes tous d'accord avec ça, vous êtes plus... Oui, de loin. Moi, le Sénégal, le Bon, après, Maroc... faut quand même jamais attention, négliger non, l'équipe qui joue à ils sont à domicile. Mais moi, Sans reste- Hakimi, peut-être. Voilà, c'est ça. Moi, je reste persuadé, paradoxalement, c'est un défenseur, mais je crois que c'est leur joueur le plus important et aussi le plus influent. C'est-à-dire que dans le tunnel des joueurs, quand tu vois Hakimi, tu le veuilles ou non, avec toute la saison qu'il a faite, etc., son rôle maintenant au PSG et son rôle et son statut de meilleur arrière droit du monde, ça impressionne quand même. Et je crois que tu gagnes aussi un peu un match, ça se gagne aussi dans le couloir des joueurs, ça commence par là aussi. Et je crois que c'est une grosse perte pour eux, pas seulement sur le terrain, mais aussi par rapport à ce qu'ils représentent pour l'équipe marocaine. Donc voilà, mais
Après, il ne faut jamais négliger quand même. On a vu ce que les supporters marocains ont fait au Qatar en 2022. Le Maroc jouait quasiment à domicile. Hein. Donc, imaginez ce que ça va être là-bas sur place. Donc, je crois qu'il ne faut pas négliger l'apport des supporters marocains à domicile. Ça va être très important. Après, Lens, par rapport à Hakimi, je crois que ce n'est pas encore officiel, le fait qu'il soit. Non, pas encore. Il est. Voilà. Il y a une normalement, ça construction va être pour 6 à 8 semaines. Voilà, c'est ça. Mais ils veulent vraiment. Je crois qu'ils vont tout faire vraiment pour l'avoir dans le groupe. C'est à la cheville. Oui, je pense qu'ils vont lui mettre même des injections, des trucs. Moi, parce que... je crois qu'il reviendra pour un potentiel. Après la phase de poule, quoi. Ah, Je justement, moi, pense que l'utilisation elle sera plus ou moins idem à ce que la Côte d'Ivoire avait fait avec Aller et Adingra, c'est de quand même les incorporer dans le ça a groupe fonctionné. et de vestiaire. et ça a fonctionné. C'était, je pense, les deux joueurs les plus impactants sur les phases finales. Et puis surtout. Et attention, moi, il y a quelque chose qui me fait peur sur Achraf Hakimi, c'est la communication notamment de Walid Regragui qui a dit qu'il voulait compter sur lui dès le premier match contre les Comores. Et pour moi, c'est une pression qui est exagérée. C'est une pression qui est exagérée, qui traduit quoi? Qui traduit une énorme pression pour le Maroc, parce que on sait que le Maroc, il y a beaucoup d'affrontements entre Walid Regragui et la presse locale, parce qu'il y a eu un précédent, ce qui s'est passé contre l'Afrique du Sud en 8e de finale, qui a été une énorme déception et même un échec tout court. Et en fait, Regragui arrive avec une énorme pression où même faire finale et perdre au tir au but en finale, ça sera vécu comme une humiliation suprême. Clairement. Mais tu vois, je pense que les Marocains ont compris que, parce qu'en fait, je pense que beaucoup d'entre eux se disaient, OK, on est demi-finalistes du Coupe du Monde, on va aller en Afrique, on va finir ça vite fait. Tu vois? Et ils ont compris que, non, le foot africain, C'est autre chose. c'est autre chose. L'Afrique du Sud, c'est un vrai jeu. Tous les joueurs sont locaux, mais tu vois, il y a cette culture tactiquement, ça joue, c'est tiki-taka, attention. Donc, je pense qu'ils ont compris lors de leur dernière CAN la leçon. Et là, ils vont plus partir la fleur au Il n'y fusil, a pas comme on plus dit. fragile, qu'un début de domination, et encore c'est à la Coupe du Monde, que sur le sol africain. D'ailleurs, le Sénégal l'a appris, parce que le Sénégal, en fait, on a eu un traitement injuste avec le Sénégal, qui, souvenez-vous, en Côte d'Ivoire, c'est 9 sur 9, c'était plié, repassé. C'est vrai. Mais il s'est passé ce match un peu surnaturel La contre Côte la Côte d'Ivoire. d'Ivoire, où il y a eu un partout à la dernière, Ouais. enfin, dans les dernières minutes, et Incroyable. on reste sur ça, alors qu'ils avaient fait une très bonne... En termes de jeu, pour moi, c'était la meilleure équipe. Bah oui, c'est ça. En termes de jeu, le Sénégal, Donc c'était c'est la pour ça que sur ce continent, tout est fragile, notamment sur les hiérarchies. Ça dépend du parcours aussi. Nous, il y a l'Égypte, on arrive à les sortir. C'est incroyable. Après, il y a la Guinée. Moi, personnellement, j'ai jamais vu le Congo perdre contre la Guinée. C'est pas que j'étais Mais confiant à ce récemment, moment, là, mais bon, voilà. récemment, Enfin, là, sauf récemment, oui, c'est vrai. Mais avant, du coup, Non, lors de jamais, cette non. CAN. Moi non plus, j'ai Voilà. pas de souvenir. Et puis après, c'est la fin. Mais voilà, le parcours, il est important. Là, voilà, il y a le Botswana, le Bénin. Moi, je vais regarder d'un peu plus près parce que le Bénin a failli aller en Coupe du Monde au final. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était sur quand même un coup de... Enfin, faut le dire Oui. quand même, c'était vraiment C'est sur un l'Afrique. coup de chance. Ils ont été vraiment poussés dans le dos, tu vois. Mais ils ont fait des résultats qui Pour- les ont amenés à avoir ce brin de chance qui C'est aurait vrai. pu les amener à un coup. C'est vrai, c'est vrai. Mais, et le Botswana, je les ai vus jouer contre l'Algérie récemment. Ils étaient à domicile. Bon, c'est une équipe qui... Après, ils se sont séparés de leur sélectionneur qui les a fait qualifier à la CAN et tout. C'était un Français d'ailleurs qui est parti. Mais quand même, c'est une équipe qui sait jouer en bloc, qui est disciplinée et ils ont des joueurs très rapides. Ils ont des joueurs rapides en contre, etc. Donc, il faut sous-estimer aucune équipe de toute façon. Et vous C'est pensez que Simon ça, il y a le fait, parce que moi on me dit beaucoup que cette CAN aura peut-être les meilleurs terrains de l'histoire, enfin en termes d'infrastructure, ça sera peut-être la plus belle CAN de l'histoire. Vous pensez que le fait qu'il y ait des terrains qui seront entre guillemets des billards, ça pourra favoriser les équipes comme Sénégal, comme le Maroc, qui ont beaucoup de joueurs habitués à jouer sur les meilleures pelouses en Europe notamment. Et donc, est-ce que ça peut jouer je pense en que faveur ça- du Maroc ou du Ça Sénégal par exemple favorise tout le monde. Hein. Ouais, Ouais, tous les pays du coup vont jouer sur du billard. Enfin voilà. ok. Ouais. Moi, Parce que j'ai l'impression parfois que quand le terrain est un peu plus compliqué, ça peut favoriser l'équipe qui est un peu Ah, moins je vois ce que tu veux dire. techniquement. Bloc bas, c'est compact, vrai, je vois ce que c'est vrai, c'est vrai, contre-attaque et- Là, on va voir qui est qui. Voilà, Là, exactement. on Je va voir pense que qui si est les qui. terrains sont bons, on verra Ouais, vraiment c'est Et qui vrai, puis, t'as raison. on parle des terrains, c'est vrai, mais c'est le climat aussi. C'est c'est surtout le le climat. climat. Même si, voilà, bon, après, à la CAN en hiver, ça, c'est tout un débat. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Je trouve que c'est pas normal. Mais le fait qu'on soit là en hiver au Maroc, les températures sont vraiment clémentes. Ouais. Et ça, c'est ça aussi qui peut jouer sur les organismes et qui peut, Ouais. surtout avec des joueurs qui ont l'habitude de jouer en Europe.
On a eu des précédents, le Maroc, RDC, on avait bien vu que le Maroc, Ouais, il c'était suffoquait. très difficile. D'ailleurs, parce que j'en ai parlé aussi récemment dans une interview, l'Algérie, c'est une interrogation. Par exemple, l'Algérie-Soudan qui se profile, ça va être en plein après-midi. Eux, ils se disent, heureusement que c'est au Maroc, parce qu'ils avaient connu le précédent Côte d'Ivoire, et notamment ces matchs-là qui avaient été compliqués contre le Burkina Faso. Donc c'est vrai que plus que le terrain, c'est le climat qui est capital. C'est Mais vrai. après, comme disait Andy, ça impacte tout le monde. Enfin, c'est ça. tout le monde qui est impacté positivement par ça. Dernier mot sur du coup la CAN. Je vais parler du groupe du coup de la RDC. Enfin pas le groupe. Je parle du groupe les joueurs de la RDC. Comment vous le sentez pour Wissa? Est-ce que il sera là, présent Ça va être une énorme question. Ça va être avec Alan Shearer qui a Ah bah fait oui. sa sortie sa déclaration? Shearer parle, mais après, Wissa, en plus, j'ai parlé avec lui il n'y a pas longtemps et il disait que il est sur la voie, évidemment, de revenir, mais que ça ne s'est pas passé aussi bien qu'il voulait. Vous avez vu que son retour est sans cesse reporté. Personnellement, j'espère, mais je pense qu'il pourra être rétabli à temps. J'espère, hein, vraiment, en tout cas. Et Mais sans rythme du coup. avec moins de rythme. Avec moins de rythme, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Après, est-ce que le statut du Wissa ne lui Ouais. permet pas d'évoluer avec moins de rythme Ouais. que les autres? Je pense qu'aujourd'hui, tu as un joueur qui est quand même à Newcastle, dans un club qui joue le top 4, top 5 en Première Ligue. Je pense que il peut se permettre d'arriver avec un peu moins de rythme, avec son Ouais. expérience et aussi le statut qu'il a. Je pense qu'il peut. Mais il peut faire justement, tu vois, Newcastle, c'est ça que, en fait, Alan Shearer, C'est tu reviens de blessure et tu t'en vas directement, tu vois. C'est pour ça que Et après, ta Shearer- blessure, tu l'as contractée Ouais, mais avec la j'aurais- sélection. Est-ce que Alan Shearer aurait eu les mêmes propos si ça avait été un autre? Moi, je trouve que. Non, mais c'est pour ça que c'est vrai quand même que cette intervention d'Alan Shearer est quand même à prendre en considération parce qu'il y a quand même l'intégration aussi de Wissa à Newcastle à prendre en considération. Il est arrivé en fin de saison, donc il a aussi ce besoin de s'imposer à Newcastle. Il y a la concurrence, il y a le 9 allemand qui est en train de s'imposer, il est en train de mettre ses buts. Donc le fait que Wissa revienne tout juste de blessure et qui s'en va donc un mois pour participer donc à cette compétition, ça peut effectivement avoir un impact sur le rôle qu'il va jouer au sein de Newcastle. Parce que si tel est le cas, c'est vrai que cette saison avec Newcastle peut s'avérer quand même assez compliquée pour Wissa. C'est sûr. Donc c'est un paramètre à prendre en considération. Il y a un cas où on ne voit pas Wissa avant le 23 janvier, parce que j'espère que la RDC sera là le 18 janvier. Donc c'est vrai que pour Newcastle, ça peut faire bizarre, mais après, en même temps, c'est la réalité. Ah comme oui. ça, ouais. Et quand ils l'ont recruté, ils étaient conscients Ouais, c'est de ça. C'est ça, Et donc, encore une fois, moi, sur les réseaux, donc moi, je m'en étais pris à Shearer très clairement, parce que la sortie, elle est scandaleuse. Bah mais oui. encore une fois, le péché originel, c'est quoi dans cette histoire? C'est un transfert qui dure. C'est un transfert qui dure avec C'est un clair. joueur qui ne joue pas et donc qui, quelque part, subit le contre-coup de ça avec notamment ce fameux match qui est très important quand tu sais la débauche physique, mais aussi la Clairement. débauche mentale que représente ce match. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et le problème, c'est comme tu disais, moi aussi, l'intervention de Shearer, voilà, ça a énervé tous les Congolais. Ça. Shearer, même s'il n'a pas de poste officiellement, il a beaucoup de poids à Newcastle. Il a beaucoup de poids à Newcastle, il est très écouté, donc c'est ça aussi le problème, et ça aide pas, non seulement pour l'intégration de Wissa par rapport aux supporters, c'est quelque chose de compliqué. Mais bon, je pense que quand même, la CAN, c'est la CAN. C'est une compétition, voilà, je pense que lui-même il sait et qui priorisera ça parce que c'est... Mais de manière générale, quand tu regardes, bon, c'est vrai que là, Shearer a parlé de ça, mais c'est un sujet qui en finit pas. Hein. C'est Clair. les clubs européens qui veulent bloquer les joueurs. Ah, là, c'est À même Naples, pas ils le sont club, train- c'est juste une personnalité. Une personne, mais à La chaque fois, il y a une voix, soit c'est un coach, C'est la personnalité. soit c'est ça. c'est un coach, soit c'est un membre du staff, soit c'est une légende du club, mais c'est toujours la même chose. Regarde, C'est à vrai. Naples, tu sais qu'ils veulent bloquer Anguissa aussi. Bah, De Laurentiis, qui est... J'ai même Ouais. vu pour Manchester United avec Mbemo, qui veulent que Mbemo voyage pour la CAN uniquement après je crois le 22 décembre. Ils avaient fait ça pour Onana Wow. déjà. Pour Onana, ils avaient fait ça Ils avaient après fait le ça. 22 Et je crois décembre. que ça, ils ont le droit. Alors que le premier match du Cameroun, c'est le pense. 24, je crois, il me semble. Non, le je pense 24, qu'ils ont le droit de c'est ça. off, mais c'est le 25 ou le 23 décembre, leur première journée. Et ils veulent le faire voyager après. Ils avaient fait ça exactement avec Onana. Et je pense que ça, c'est un problème, c'est un gros sujet, je pense, au niveau du football. C'est cette CAN qui se déroule en pleine saison. Parce que c'est des problématiques qui arrivent à chaque fois. Ouais, Le fait mais que- moi, je suis à moitié d'accord avec ça, parce que quand c'est pour trouver des solutions pour jouer la Coupe du Monde au Qatar. Que personne ne et regarde, la trouver Coupe du Monde des voilà, clubs. c'est exactement, la Coupe du Monde des clubs. Ça, Infantino, il trouve tous les calendriers possibles. Là, il prend les meilleurs ingénieurs qui vont au calendrier, hop, hop, 2-3 scripts et ça passe. Il trouve les meilleurs arrangements.
mais quand c'est la CAN, là, on trouve les chireurs qui parlent, etc. Non, il y a clairement, pour moi, c'est clairement un manque de respect envers le continent africain, et c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que pour eux, la CAN, c'est le petit tournoi. Ils parleraient jamais comme ça de la Copa América. Jamais ça. Mais est-ce que c'est pas toujours nous- la CAN. Totalement. C'est Ouais. pas à nous de nous respecter aussi. Bah, Est-ce bien que c'est sûr. pas à la CAF de s'affirmer? Exactement. D'un Moi, quand moment, je tu vois vois, on ça- se plaint des autres. C'est à la CAF Totalement. Moi, quand je vois l'histoire de Onana, faire respecter la CAF. Onana, quand Tu vois. il avait accepté de rester à United, mais je me dis, mais à quoi tu joues? C'est Mais vrai. un nom comme le tien, tu es peut-être le gardien en termes de nom, hein, je dis bien en termes de nom, peut-être pas en termes de forme, en termes de nom, c'était peut-être le nom le plus ronflant de tous les gardiens du continent africain, avec Ouais. Mendy. Et il va faire ça aux yeux du monde entier, il fait passer sa sélection pour un tournoi, une CAN, pour quelques matchs avec United. Mais je me suis dit, mais c'est lunaire. Bon, Et Surtout quand tu vois comment ça s'est c'est terminé. ça, surtout avec comment tu vois. United. Et après, Ce c'est- conflit de la CAN, il a été rencontré justement. Enfin, la CAN a essayé d'imposer, enfin, de conserver, parce que de base, hein, les dates initiales, enfin, pour cette CAN, c'était pour prévu l'été. pour cet été, pour l'été 2025. Malheureusement, la FIFA a poussé, enfin, pour conserver justement la Coupe du Monde des clubs qui s'est déroulée. C'est fou. Bon, on Franchement, a c'est vu le résultat, enfin, en tout cas en termes d'engouement. Moi personnellement, la Coupe du Monde des clubs, je l'ai très peu suivi, mais justement, enfin, notre CAN a été donc en termes de date, elle a été délocalisée justement pour conserver la Coupe du Monde des clubs. Ouais, c'est fou. Et c'est dommage, vu que si cette CAN se serait déroulée durant cet été, on n'aurait pas eu ces problématiques avec les clubs. La saison est terminée. Je pense que ce qu'il faudrait peut-être essayer, enfin, de pousser, enfin, la CAF devrait pousser sur le fait qu'aujourd'hui, la CAN est une compétition qui prend de l'ampleur. On a de plus en plus, enfin, de joueurs, enfin, imposants, Hakimi, Mohamed Salah. Ouais, des stars. Il faudrait réussir peut-être à bloquer la saison lorsque la CAN se déroule. Et je pense qu'on serait moins confronté à ce type de problématique des clubs qui souhaitent bloquer les joueurs et conserver, enfin, les joueurs pour qu'ils participent aux compétitions. Comme c'est également, enfin, des problèmes qu'on rencontre pour les Jeux Olympiques, pour les compétitions, enfin, des U20 qui ne sont pas forcément dans le calendrier FIFA et où les joueurs refusent catégoriquement que leurs joueurs participent à ces compétitions. Donc, je pense que la CAF devrait plutôt, enfin, aller sur cet élan-là. Ah, mais le problème, c'est justement la CAF. La CAF qui est pour moi noyautée par ce qui se passe en haut. Et quand je dis en haut, c'est du côté de la FIFA. Parce que le péché originel, c'est de se coucher devant le mondial des clubs. Le mondial des clubs, mais à partir du moment où on sait qu'il y a un renvoi d'ascenseur entre la CAF et Gianni Infantino, il faut savoir qu'à la dernière élection pour Gianni Infantino, toutes les fédérations africaines ont voté pour Gianni Infantino. Donc ça veut dire qu'on est, ça veut dire qu'on est en ordre de Exactement. Ouais, non, je suis d'accord. Donc Yes. ça veut dire qu'on est en ordre de marche pour Gianni Infantino qui définit le calendrier. Et donc à partir du moment où il y a Gianni Infantino qui décide et que les autres saillient, c'est très difficile derrière d'avoir des voix qui vont dire non. Ouais. C'est pour ça que, ouais, comme il le dit, le respect commence par soi-même. On Ah, ne peut pas te ça respecter peut pas être dans si une tu te logique respectes pas. victimaire à chaque fois. Exactement. On ne respecte pas l'Afrique, on ne respecte pas les Africains. C'est ça, Commençons ouais. par se respecter nous-mêmes. Exactement. Ouais. Ça commence par. Moi, j'aimerais qu'on change du coup de sujet, les gars. Et là, on va parler de sujets qui, des sujets qui fâchent un peu. On parle de respect, il faut qu'on se respecte nous-mêmes. Je vais parler de la Fédération congolaise de football, qui, il y a eu plusieurs couacs, notamment avec la sélection féminine, les sélections féminines, mais surtout la sélection féminine A, qui a joué plusieurs compétitions, plusieurs matchs de qualification pour des échéances importantes, où on souhaite par miracle qu'elles se qualifient, mais sans les mettre dans les bonnes conditions. Il y a quand même eu 7 sélectionneurs en 2 ans, dont le dernier qui a été confirmé 3 jours avant le match. C'est incroyable. Il y a des problèmes administratifs où des joueuses sont bloquées à Kinshasa ou ailleurs parce que passeport, parce que ceci, cela, encore en 2025. Il y a eu 9 matchs sans victoire, 7 défaites, 2 nuls depuis février et une CAN loupée. Donc là, on ne sera pas à la CAN. Et à la dernière CAN, on a été éliminé en poule. Lamentablement, bon voilà, les pauvres, les joueuses, elles n'ont pas été mises du tout dans de bonnes conditions. Mais parallèlement, on peut voir ministères, hommes politiques et autres dans les vestiaires des Léopards en pagaille, toujours là pour saluer chaque joueur un à la fois et faire des petits mots, faire même des TikTok. C'est incroyable. Et les filles qui ont beau parler, je suis désolé, je fais presque un coup de gueule, qui ont beau parler et s'exprimer sur les cas et les choses qu'elles vivent dans la sélection congolaise,
pour certaines binationales ou d'autres locales qui jouent en Arabie Saoudite, en Europe, enfin voilà, dans des clubs, elles se battent. Elles viennent représenter la sélection comme nos joueurs, Bakambu et autres, et elles ne sont pas assez bien traitées. Voilà, moi, il fallait que ça sorte. Ouais. ça sorte. C'est même pas des une choses. question de traitement. Pour moi, elles sont traitées indignement. Je veux dire, on ne peut pas imaginer que dans une compétition, tu n'as même pas de quoi dormir correctement. La logistique est catastrophique, pour ne pas dire tout simplement absente. Et puis en parallèle, tu entends des histoires du ministère du Sport, notamment via Monsieur Boudimbo, qui va signer des partenariats avec des clubs européens. Et pourtant, quand on voit les chiffres, parce que je ne sais pas si vous avez les sources, mais moi, je n'ai pas les sources officielles, donc c'est par rapport aux chiffres qui sont en tout cas mentionnés dans la presse, qu'on parle de 44 millions en 3 ou en 4 ans, donc 11 millions par an, qu'on va payer notamment au Milan AC, au Barça, Monaco, enfin bref. Tu te dis quand même, ne fût-ce qu'en donnant même 1 million à la section féminine. 1 million, ça peut résoudre tellement de choses. Et je me dis là, c'est même plus question de il n'y a pas de moyens ou quoi, c'est question de volonté. Et donc moi, je me dis à partir du moment où il n'y a pas cette volonté-là, on est dans l'irrespect total. Parce que moi, je veux bien si tu fais les efforts, etc. Mais là, c'est la limite c'est du foutage de gueule. Franchement, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que moi, je te dis oui, tu vas à la compétition et à côté, tu me vois signer des partenariats. Et moi, je n'ai même pas un hôtel. Je n'ai pas mon visa. Mais je suis là pourquoi en fait? Je suis là pourquoi? Et puis si on ne faisait même pas pour ces sportives-là, faisons-le au moins pour l'image du pays. Parce que d'un autre côté, tu vas faire la promotion de ton pays, mais dans le même temps, des articles sortent comme quoi les filles ne dorment pas. Tu te dis, mais quand même, juste en termes de réflexion, comment est-ce que dans les bureaux, ces gens peuvent se dire, oui, il y a une cohérence. Donc c'est-à-dire ici, on est en train de faire des partenariats pour dire, oui, c'est pour mettre le pays sur la carte du monde, etc. Et puis de l'autre côté, ils ne disent pas, mais ces articles sur le football féminin, ça va complètement détruire ce qu'on est en train de faire. Donc ne fût-ce que par rapport à si vous ne le faites pas pour elle, faites-le pour vous-même. Est-ce que vous êtes en train de faire bêtement de l'autre côté? Donc tu te rends compte en fait que au final, il y a quand même un manque de cohérence et il y a même de la bêtise en fait dans ce qu'ils font. Avec tout le respect que j'ai pour eux, il y a de la bêtise. Clairement. Il y a de la bêtise, tu vois. Non, mais pour moi, c'est une question de considération qui est fondamentale parce qu'il faut mettre les pieds dans le plat. Parce que pour moi, la problématique numéro 1, quelle est la place du football féminin en République démocratique du Congo? Et j'insiste sur féminin parce qu'on s'aperçoit que l'équipe A masculine, quelque part, c'est un outil de propagande. Alors que la question fondamentale sur le football féminin, c'est que c'est une question relative, tout simplement parce que, notamment dans ce pays, le football féminin, c'est pas encore quelque chose de démocratisé. Donc on peut se permettre d'avoir, même pas un manque de considération, parce que le manque de considération, pour moi, c'est relatif. Non, pour moi, c'est beaucoup plus dans ça, c'est dégradant, c'est humiliant. Parce que notamment, penser que des femmes ne peuvent pas avoir notamment droit juste à dormir avant une compétition, là, ça dépasse l'entendement. Alors qu'à côté de ça, on est bien content de voir Lamine Yamal arrive au Camp Nou avec le RD Congo derrière. Donc pour moi, c'est surtout la question du football féminin et même un caractère machiste au moment d'aborder cette problématique sur le football féminin. Totalement. Sujet fâcheux, mais je vais parce que voilà, le temps avance. On va parler aussi d'une autre. Ça a fait polémique dernièrement. J'ai vu ça, je vous ai vu sur un TikTok. Les maillots, Umbro, l'équipementier actuel de la sélection. Et là, je vais me tourner vers toi, Ludo, évidemment. Voilà, là, il y a eu des polémiques sur plusieurs médias, plusieurs influenceurs qui ont dit beaucoup de choses. Tout n'était pas vrai d'ailleurs, sur ce fameux équipementier, les maillots de la sélection congolaise. Est-ce que tu peux un peu plus nous éclairer sur ce qui est contrat, revente, Umbro, site web? Voilà, je te laisse la parole. Bon, c'est intéressant que tu m'en parles justement, enfin, vu que c'est lié notamment à notre activité, donc avec la boutique en ligne African Corner, où à présent donc, on est en charge de tout ce qui est vente et commercialisation des équipements sportifs. Donc pour l'instant, principalement, on a une bonne panoplie qui est liée donc, à la République démocratique du Congo, donc avec les maillots officiels qui sont en vente sur notre boutique en ligne, donc grâce à notre partenariat aussi avec Léopard Foot. Mais on ne retrouve pas que des maillots, donc vous retrouverez aussi des accessoires, goodies, des drapeaux, du sportswear et du prêt-à-porter également. Aujourd'hui, donc concernant donc ce maillot donc Umbro qui fait tant polémique et que nous commercialisons sur notre site. Tout d'abord, voilà, il faut savoir qu'il y a un contrat de partenariat entre la FECOFA et Umbro. Donc nous, à African Corner, on n'intervient pas sur ce contrat.
Et dans ce contrat, donc, voilà, il était stipulé, parce qu'aujourd'hui, la grosse polémique qui existe, c'est sur la distribution à l'international du maillot. Lorsque ce partenariat donc, est sorti, donc c'est vrai qu'il y a eu un gros engouement de la part enfin, des supporters congolais, vu qu'on avait des antécédents qui étaient assez compliqués enfin, sur tout ce qui est équipementier. La distribution à l'international, donc il faut savoir que dans le contrat, dans les clauses contractuelles, c'est Umbro qui était censé donc, diffuser et commercialiser sur son site internet donc, les maillots de la sélection à l'international. Alors le contrat a été signé maintenant depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Suite à l'absence de cette distribution, donc nous, African Corner, on a été en mesure donc, de reprendre ce marché et de le distribuer sur notre boutique en ligne, à défaut de cette commercialisation par Umbro. Là, on parle à l'international. Ensuite, on a le marché national donc, au sein du Congo. C'était notamment la FECOFA qui était en charge de vendre et distribuer sur ce marché national. Malheureusement, cette distribution s'est faite partiellement, vu que la FECOFA a vendu uniquement sur Kinshasa. Le Congo est grand et ne s'arrête pas forcément à Kinshasa. On a les autres provinces, les autres communes. Et sur ces autres villes nationales, cette distribution n'a pas été effectuée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des grosses interrogations sur ce marché de distribution. Donc, mais il faut savoir que ce maillot du Congo, ils sont disponibles sur notre boutique en ligne. On est en mesure donc d'effectuer des remises en main propres pour les Parisiens. Et pour ceux qui sont situés donc, en dehors de Paris et en dehors de la France, donc Belgique, vu qu'on a une diaspora qui est quand même assez large, on a également le mode de livraison. Donc, Umbro n'a pas commercialisé les maillots comme convenu dans les conditions contractuelles. Mais à défaut, African Corner, on a été en mesure d'apporter cette distribution qui n'a pas été effectuée. Donc, c'est voilà. Est-ce que vous avez… voilà, donc, on est d'accord que c'est des vrais maillots. C'est les maillots officiels. Voilà. Ça, c'est important, c'était important aussi de le mentionner. Parce que moi, perso, mon expérience personnelle, je te disais en off, j'ai galéré. Ça fait 2 ans que je cherche un vrai maillot, tu vois, un maillot officiel, et je ne trouvais pas. Donc, bon, après l'émission, on va parler. Voilà, on n'était pas en contact, donc c'est pour ça, à travers cette activité, donc, on noue des partenariats donc, avec des médias et autres comme Léopard Foot pour pouvoir faire en sorte que l'information soit diffusée donc, conformément. Donc, alors, sur les équipements, alors on a quand même, la RDC a quand même un antécédent qui est quand même assez compliqué. Précédemment, donc on avait l'équipementier, on avait O'Neill, on a eu Erea, on a eu donc Ernest. Donc c'est pour ça que lorsqu'on a signé avec Umbro, je pense qu'on s'est tous dit, bon bah, on va avoir un maillot de qualité, un maillot qui sera disponible sur la boutique en ligne Umbro, qui sera disponible sur les sites internet Umbro. Malheureusement, que nenni. Voilà, malheureusement, ce fut pas le cas. Sur les équipementiers aussi, il faut savoir qu'il y a beaucoup de réticence de la part des équipementiers d'investir au Congo. Beaucoup de réticences qui sont liées notamment au marché de la contrefaçon qui est très répandu au Congo. C'est un marché qui est très répandu. La contrefaçon, il y en a partout, dans tous les pays. Même ici en France, on est confronté à cette contrefaçon. Mais au Congo, c'est vrai que c'est assez particulier. On retrouve de la contrefaçon, pas que dans les petites surfaces, même dans les grandes surfaces. Et c'est aussi une contrefaçon qui peut être soutenue des fois par le gouvernement. Aujourd'hui, il y a prescription, je peux également en parler très rapidement. Et c'est une contrefaçon qui peut être également soutenue par la fédération auparavant, sur les précédents équipementiers, notamment avec Erea et O'Neill, où il y a eu certains conflits sur les contrefaçons de maillots qui ont été rencontrés. Aujourd'hui, avec Umbro, ce n'est de mes connaissances, vu que voilà, moi je suis également, nous sommes également uniquement des revendeurs, cet aspect n'est pas rencontré avec la fédération sur tout ce qui est contrefaçon. Ok. Mais il y a eu quelques soucis aussi avec les étoiles, le drapeau du pays sur le maillot, des trucs comme ça. C'est ça aussi qui provoquait le fait qu'ils disaient que c'était pas vrai, machin. Oui, alors sur ces maillots, il y a le maillot
authentique Que les joueurs, qui est porté vraiment enfin, par les joueurs, celui-ci, il n'est pas commercialisé. Ce maillot-là n'est pas commercialisé. Donc, le maillot que les joueurs portent. Que les joueurs portent. Celui-là, il n'est Le pas maillot commercialisé. authentique. Ce qu'il faut savoir aussi sur le contrat, c'est que, alors, il y a un contrat de donation. Ces maillots-là sont donnés par Umbro auprès de la fédération pour pouvoir équiper l'ensemble des sélections nationales. Donc, sélection A, féminine, junior, etc. Donc, il y a une dotation de Umbro qui est effectuée auprès de la fédération. Ensuite, nous avons les maillots réplicas. C'est les maillots réplicas, c'est les maillots justement enfin, qui sont mis en vente donc par African Corner. Et ces maillots-là sont des maillots justement enfin, qui sont achetés par la FECOFA auprès de Umbro, notamment enfin, en contrepartie de la dotation qui est effectuée. Et dans ces maillots réplicas, la première collection enfin, qui est sortie, justement, donc, il manquait donc, les 2 étoiles et le drapeau. Enfin, il manquait sur ce modèle, sur le modèle réplica, ils n'ont pas inclus les 2 étoiles et le drapeau. Ce qui a fait donc énormément polémique et ce qui a permis notamment à la contrefaçon d'effectuer un maillot en insérant les 2 étoiles et le drapeau. Les 2 étoiles, c'est quand même un élément qui est quand même assez valorisant. Donc, pas mal de clients ont même préféré se retourner vers le maillot contrefait parce qu'il y avait les 2 étoiles. C'est valorisant. Aujourd'hui, le jeune Congolais de 10 ans qui est dans la cour de récré, il peut regarder pas mal de nations aujourd'hui qui sont très bien implantées, en lui précisant que nous, on a 2 étoiles quand même. Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu cet aspect-là. Et ce qui a encore plus ouvert le marché de la contrefaçon, notamment à Kinshasa, où ce maillot-là était beaucoup plus élevé que le maillot officiel. Vous vous rendez compte? Dans un pays, on parlait de contrefaçon tout à l'heure, on peut être dans un pays où le maillot contrefait peut coûter plus cher que le maillot, que le maillot officiel. Et ça ne se produit pas uniquement que dans les petites surfaces, dans les marchés. Vous allez au Shop Mall, dans le centre commercial, ce maillot, vous le trouvez. Et malheureusement, au Congo, nous n'avons pas de loi réglementaire qui interdit la contrefaçon. Et c'est justement cette réticence-là que certains équipementiers ont avec le Congo. Et ensuite, après la CAN, ce modèle avec les 2 étoiles et le drapeau, il a été commercialisé et mis en ligne, toujours sous un format réplica. Ok, merci pour toutes ces informations. C'est beaucoup plus clair. C'est beaucoup plus clair. Donc à présent là, Lens, donc si tu veux ton maillot, tu peux te rendre directement sur la boutique African Corner. African Corner en ligne sur le site web et puis sur les réseaux sociaux. Allez voir toutes les choses qu'il y a en vente aux couleurs de la RDC. Les gars, on approche à la fin de cette émission. J'étais content de la faire avec vous. On a bien discuté des sujets qui fâchent. Et Ludo qui nous a expliqué aussi les choses sur les maillots et puis des barrages de la Coupe du Monde. Dernière question pour chacun. Comment est-ce que vous sentez l'avenir du football congolais pour les 12 prochains mois? Je vais commencer avec toi, Elton. Très bonne question. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je passe en premier. Non, j'ai quand même envie d'être optimiste. J'ai envie d'être optimiste par rapport au fait qu'aujourd'hui, on doit avoir une vision. Et il ne faut pas seulement s'attacher au court terme, qui peut être le barrage ou la CAN. Il faut vraiment avoir une vision parce que l'objectif de la République démocratique du Congo, c'est pas qu'on parle de la République démocratique du Congo comme on en parlait lors de la demi-finale 2015, comme on en parlait lors de la demi-finale 2024. Il doit y avoir de la récurrence et ça passe notamment par le fait d'avoir une vision et ne pas, entre guillemets, tout balancer à la moindre défaite. Donc c'est pour ça que, pour moi, et je sais que c'est très compliqué dans ce pays, la défaite, les déroutes doivent être moins sensibles pour pouvoir construire sur du moyen long terme. Donc moi, c'est pour ça que j'ai envie d'être optimiste sur les 12 prochains mois, que la République démocratique du Congo, on n'en parle pas de manière épisodique. J'ai envie d'être optimiste. C'est vraiment dans ma nature, tu me connais, on dit, je suis vraiment plutôt positif. Maintenant, je pense que ce qui va être crucial, c'est de préparer les équipes nationales, de développer le football congolais en tant que tel et pas l'équipe nationale A masculine. C'est parce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Des fois, on va se dire qu'on est arrivé à la 3e place de la CAN. C'est super avec des joueurs qui ont, pour la plupart, été formés par d'autres fédérations.
on va se dire c'est super, c'est très bien, le Congo progresse, on est une équipe de foot. Sauf que derrière, on ne voit pas que les U20 galèrent. Ou bien alors, ils vont aller à la CAN, certes, comme ils l'ont fait, mais depuis, il n'y a plus de match. Depuis la CAN, aucun match des U20. Sélectionneur, on n'a pas de nouvelles. Et on dit toi-même, tu sais, comme on a fait des reportages en Tunisie, on avait suivi les U20, on sait à quelles difficultés aussi ils peuvent être confrontés. C'est tout ça, moi, j'aimerais bien que tout ça s'améliore. Que tout ça s'améliore, qu'il y ait une vraie vision, mais dans chaque catégorie, qu'il y ait des programmes de détection au Congo, qui est un très grand pays et qui est bourré de talent, avec sur un modèle un peu de pôle espoir comme on a ici, avec où dans chaque province on extrait les meilleurs talents, qu'il y ait un développement sur des infrastructures. Il y a plein de manières de le faire pour des infrastructures de proximité. Donc, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on a vu Erita Ilunga, donc, qui est un ancien international congolais, qui est maintenant directeur du développement, directeur du football, il me semble, à la FECOFA, et qui va s'occuper du développement du football. Je trouve que c'est prometteur qu'on commence à donner de la confiance aux anciens joueurs, parce qu'ils savent ce que c'est, ils savent aussi les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Et puis, Erita Ilunga, qui avait travaillé notamment à la CAF, il a aussi en plus ce côté un peu là administratif, un peu développement, donc ça va être intéressant à voir. Donc pour ces raisons-là, j'ai envie d'être optimiste, mais tout ça pour dire qu'il ne faudra pas se focaliser uniquement sur la CAN et sur l'équipe nationale A. C'est-à-dire qu'on peut arriver, on peut faire encore une demi-finale, on peut même aller en finale de la CAN et au final, ne pas tant avoir progressé que ça dans la structure. On peut même aller en Coupe du Monde. Même en Coupe du Monde. La base, la fondation, la structure, comme disait Elton, sur le long terme. C'est très important de penser long terme. Je pense qu'ils ont déjà quasiment tout dit. Moi, je rejoins totalement les deux. Il a parlé en dernier lieu de la Coupe du Monde. Moi, j'espère vraiment qu'on arrivera. La dernière, ça fait quand même maintenant 51 ans, 1974. J'espère qu'en tout cas, de mon vivant, j'aurai droit à voir mon pays et surtout qu'on puisse mettre RDC et pas seulement Zaïre sur le palmarès de participation de la Coupe du Monde. C'est vrai. Et puis on sait aussi ce que représente pas seulement RDC, mais un peu partout dans le monde, c'est le sport le plus populaire, ce que se représente le football. C'est un vecteur de joie, d'espoir pour un peuple qui est malheureusement depuis bien trop d'années dans la souffrance. Donc moi je pense qu'on aurait vraiment à gagner si le football congolais pouvait évoluer. Et quand on parle de football congolais, comme il dit, aller très loin dans les compétitions, c'est bien. Mais je pense qu'il faut prendre plutôt aussi plus bas, c'est-à-dire il faut emporter tout le monde avec soi. C'est parce que c'est pas seulement l'équipe première l'équipe A masculine qui doit connaître que des améliorations, mais tout un système. Et notamment le championnat national. Je pense qu'aujourd'hui, tout ne peut pas être parfait. Mais c'est inacceptable quand même qu'il y ait parfois des équipes qui ont joué 15 matchs, d'autres 29, des matchs qui s'arrêtent, des arbitres pas payés. C'est saison qui ne termine pas. Mais voilà, c'est ça. Et je pense que ça doit passer par là. Alors évidemment, j'ai pas de baguette magique. C'est facile de le dire, nous aussi on est ici, on a beaucoup de vœux. On n'a peut-être pas les solutions, mais il y a des gens qui sont payés pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, j'espère en tout cas que dans les prochaines années, ça prendra peut-être du temps, mais j'espère en tout cas pouvoir dire dans 10-20 ans, à mes enfants, tu sais que nous on a connu un championnat qui n'arrivait pas à son terme, tu sais que nous on a connu 50, 60 années sans Coupe du Monde, tu sais que nous on a connu des maillots réplicas, des maillots faux qui étaient vendus plus cher que les vrais maillots, etc. Mais au final, voilà, toi aujourd'hui tu as la chance de voir ton pays d'origine quand même qui est vraiment, dont tu peux être fier et qui a vraiment mis la RDC sur la carte du monde. Et donc moi c'est vraiment mon vœu le plus cher, parce que ça emportera le reste de la population avec. Merci messieurs, en tout cas, très belle émission, j'ai kiffé la faire avec vous. J'espère que vous aussi. Et voilà, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés pour ce nouvel épisode de Grand Mas Solo où on a bien parlé du football congolais. Et je vous dis à la prochaine. Restez connectés, branchez-vous et suivez Léopard Foot sur tous les réseaux sociaux. Soutenez-nous et puis suivez et supportez la sélection congolaise. N'oubliez pas, vous pouvez vous procurer les maillots, les vrais maillots de la sélection sur African Corner qui est notre partenaire. Je vous dis à la prochaine. Salut!